Collègues, bonjour. La séance est ouverte. Nous abordons ce matin une question cruciale d'un des plus grands drames humanitaires de ces 10 dernières années. C'est la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une situation qui dure maintenant depuis presque l'indépendance et particulièrement depuis une trentaine d'années. Initialement, nous devions entendre l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Paris, mais celui-ci était appelé à Kinshasa en mission. Et donc, on remercie ce matin le gouverneur de la province du Sud Kivu, M. Jean-Jacques Purizi Sadiki. Bonjour, monsieur le gouverneur. Vous nous entendez? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup, monsieur le Merci. gouverneur, de participer à cette audition ce matin à la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Nous attendons bien sûr pour vous expliquer quelle est la situation actuellement dans les Grands Lacs. Je rappelle que le Sud Kivu est la province la plus riche de la RDC en termes notamment de richesse dans les sous-sols. Et c'est bien sûr là également qu'a eu la principale offensive du M23 qui a pris notamment la ville capitale de Bukavu. Je précise également que nous recevrons en deuxième partie de cette matinée l'ambassadeur du Rwanda en France, de façon à disposer d'un panorama complet et contradictoire de la situation. Monsieur le gouverneur, notre commission est extrêmement attentive et très préoccupée. On a évoqué la situation dans votre province et dans votre pays à plusieurs reprises. Ces derniers mois, le groupe rebelle congolais dit Mouvement du 23 mars, le M23, a conquis 2 capitales régionales importantes, au nord Kivu et au sud Kivu, les villes de Goma et de Bukavu, qui sont 2 villes de plus d'1 million d'habitants, dans des combats, pour Goma en tout cas, meurtriers, pour Bukavu un tout petit peu moins, mais tous les jours il y a des exactions et on compte depuis une trentaine d'années plus de 6 millions de personnes qui ont été tuées et au moins une dizaine de millions de personnes déplacées, sans compter toutes les exactions faites à la population civile et aux femmes en particulier. La déstabilisation des Grands Lacs à la frontière avec le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie a débuté dans les années 90 à la suite du génocide rwandais de 1994. Un grand nombre de réfugiés venant du Rwanda ont été acceptés sous demande internationale dans l'est du pays et c'est de là que vient principalement la déstabilisation et l'augmentation de l'insécurité et notamment des tensions ethniques. L'absence de désarmement effectif de ces groupes armés et l'existence d'actes de stigmatisation à l'endroit de la population à raison de leur origine ethnique a constitué aussi un facteur d'instabilité et de violence. La phase actuelle du conflit dans la région des Grands Lacs a débuté en 2021 par des exactions commises dans le nord Kivu et l'Ituri et la reprise des armes par le M23. 2 initiatives diplomatiques importantes ont été initiées pour tenter d'apporter une réponse durable. Ces 2 tentatives, ou en tout cas processus diplomatiques, sont appelés pour le premier le processus de Luanda, qui a mené depuis le 23 novembre 2022 sous l'égide de l'Angola, et ce qui se concentre sur la question du dialogue politique régional et des questions de sécurité transfrontalière. Et puis, deuxième processus engagé actuellement, le processus de Nairobi, sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est, depuis en novembre 2022, et qui facilite le dialogue entre le gouvernement congolais et les groupes armés en vue d'une cessation des violences. Le 4 août 2024, un accord de cessez-le-feu négocié par l'entremise de l'Angola est entré en vigueur dans ce cadre, mais il a volé en éclats à l'automne 2024, conduisant la situation que nous connaissons à présent et la prise de contrôle d'une partie du nord et du sud Kivu par le M23. Fait suffisamment rare pour être souligné, le 21 février 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution 2773 appelant les rebelles du M23 à cesser immédiatement leur offensive dans l'est de la RDC et demandant aux forces rwandaises de cesser leur soutien à ce groupe rebelle armé et de se retirer du pays. Parallèlement, le Conseil de sécurité a également condamné sans équivoque l'appui apporté par les forces armées de RDC aux forces démocratiques de libération du Rwanda et demandé que les engagements visant à neutraliser ce groupe soient réalisés.
J'observe à titre personnel avec intérêt que sous l'égide de l'émir du Qatar, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont entretenus en face à face le 18 mars dernier. Cela ne s'était pas produit depuis plus d'un an et cette initiative s'est inscrite en soutien au processus de Luanda et de Nairobi dont je viens d'expliquer les grandes lignes, désormais fusionnés sous la coordination des blocs régionaux EAC et SADC. De sources diplomatiques ont indiqué que 2 dialogues directs seraient en préparation, l'un entre Kinshasa et Kigali, l'autre entre Kinshasa et le M23. Monsieur le gouverneur, pouvez-vous nous confirmer ces informations? Plus globalement, on souhaite dans une première intervention, avant que l'ensemble des groupes parlementaires de la Commission puissent vous interroger, d'abord puissiez-vous donner des éléments sur la situation sur place, notamment les forces en présence et l'étendue des pertes territoriales et humaines. Comment voyez-vous le processus de résolution d'une situation aussi compliquée que dramatique? On parle souvent de guerre économique pour expliquer la situation, notamment la volonté de capter une grande partie des richesses. Pourriez-vous également nous préciser ce point-là sur la nature et les ressorts de ce conflit? Et puis, il s'agit là de 2 pays qui sont membres de l'organisation de la francophonie. Quel rôle la France et la francophonie auraient pu ou pourraient jouer dans les mois ou années à venir pour contribuer à l'apaisement et la résolution de la situation. Voilà beaucoup de sujets que vous connaissez par cœur. Vous êtes en première ligne, monsieur le gouverneur, puisque vous êtes habituellement dans le sud Kivu. Là, vous êtes à Kinshasa et vous avez dû également déplacer la capitale du sud Kivu, puisqu'elle a été prise par les forces du M23. Monsieur le gouverneur, je vous laisse la parole et nous sommes bien sûr très très attentifs à votre intervention. Nous vous remercions énormément pour le temps que vous prenez pour nous expliquer la situation et répondre dans quelques instants à nos interrogations. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Merci à tous les membres. D'abord, merci à l'État et au peuple français pour tous les efforts qu'ils ont développés jusqu'aujourd'hui pour essayer de ramener la paix, la stabilité, la sécurité dans la région des Grands Lacs, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui, comme vous le savez, vous l'avez bien dit, est affectée par des conflits depuis le génocide rwandais de 1994, donc 1994, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, vous l'avez bien dit, cette région, je vais vraiment aller droit au but, pas rentrer sur ce qui a déjà été dit, ce qui est connu. La guerre ici, et je suis vraiment bien placé parce que ça fait, je suis né, j'ai grandi à Bukavu, enfin dans les environs de Bukavu, au sud Kivu, et j'ai grandi avec des communautés rwandaises parce qu'on est juste des voisins. Je dois dire ici que la guerre est d'abord essentiellement économique. Elle est économique en ce sens que le voisin se bat pour 3 raisons, donc avec environ 20 millions d'habitants pour un espace qui peut seulement en occuper, 5-6 millions. Naturellement, il y a urgence pour le Rwanda d'avoir des terres. Et donc, il y a une guerre de peuplement qui est là. À part ça, il y a un deuxième aspect, c'est le commerce. Plus de 70% des activités commerciales du Rwanda se font avec le Grand Kivu, c'est-à-dire le nord et le sud Kivu. Et il faut aussi dire que et puis plus de 60% de l'économie du sud Kivu se fait aussi avec ou par le Rwanda. Le troisième élément, ce sont les minerais stratégiques. Vous l'avez si bien dit, le Rwanda joue le rôle de commissionnaire par rapport aux grandes puissances, aux grandes multinationales qui ont besoin de ces minerais stratégiques. Et comme il s'est fait ou il s'est dit que au Congo, nous ne sommes pas suffisamment structurés, organisés. Et donc, on passe par le pays qui donne l'impression, qui se positionne comme le pays le mieux structuré, à savoir le Rwanda, et qui a des infrastructures. Et donc, on passe par là pour essayer d'accaparer les minéraux. Maintenant, par rapport à ces 3 éléments, je voulais vraiment commencer par préciser une chose, c'est que nous, le Grand Kivu,
Nous ne pouvons pas vivre sans le Rwanda. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et le Rwanda ne peut pas vivre sans le Grand Kivu. Et on restera des voisins éternels, d'où la nécessité et l'urgence de trouver une solution solide, une solution à long terme à cette tragédie qui sévit dans la région et particulièrement à l'Est. Ce que je vais préciser ici, c'est que, vous l'avez bien dit, hein, la province du Sud Kivu est une province très riche, c'est la province la plus riche de la RDC. Il faut dire, en titre de comparaison, qu'aujourd'hui, la province qui génère le plus d'argent dans les caisses de l'État en RDC, c'est la province du Lualaba, 3 millions d'habitants, c'est dans les Grands Katanga, avec des bénéfices générés par deux produits miniers, à savoir la redevance minière, hein, tirée sur le cuivre et le cobalt. Alors, donc, il génère 53 millions de dollars américains de recettes par mois, recettes nettes. Alors qu'en réalité, la province du Sud Kivu est, elle, 14 fois plus riche que la province du Lualaba, avec des ressources plus importantes. Nous avons deux types de ressources minières dans le Sud Kivu. La première partie des ressources, ce sont des ressources en cours d'exploitation, à savoir la cassitérite, l'or, le coltan et la tourmaline, qui sont déjà exploités seulement à 30 ou 33%. Nous avons aussi des minéraux stratégiques non encore exploités, mais déjà certifiés. Donc, ce sont des ressources certifiées qui sont... donc, il y a même des échantillons, hein, à savoir le cobalt, nous avons le diamant, nous avons les 17 minéraux composant les terres rares. Nous avons aussi la première réserve de l'Afrique australe en lithium. Nous avons la manganèse. Il faut aussi parler du mercure. À part le mercure, nous avons aussi beaucoup d'autres produits comme le gaz méthane et le pétrole. Il faut dire aussi que nous avons d'importantes réserves forestières, notamment le parc national de Kahuzi-Biega qui recèle des spécimens rares. C'est la première réserve mondiale des gorilles des montagnes, par exemple. Nous avons une biodiversité très, très riche et des millions d'hectares de terre. En termes d'opportunités d'investissement, la province du Sud Kivu en a beaucoup. Il y a 29 aérodromes et aéroports à construire ou à réhabiliter. Nous avons le deuxième port le plus important de la RDC après Matadi, c'est-à-dire le port de Kalundu sur le lac Tanganyika qui connecte sur l'Afrique du Sud, donc l'océan Atlantique et l'océan Indien. C'est aussi le seul et le premier port en eau profonde de la République démocratique du Congo. Et donc, il y a plus de 145 ports à réhabiliter, dont celui que je viens de citer. En termes d'infrastructures, nous avons plus de 3000 kilomètres de routes à réhabiliter. Et je voulais vous informer que le prix au kilomètre, c'est que l'État congolais paye pour 1 kilomètre construit par des entreprises chinoises, c'est 3 millions de dollars américains pour 1 kilomètre. Et donc, les opportunités d'investissement sont nombreuses. Nous avons la seule ville de Bukavu à plus de 3 millions d'habitants, alors que l'ensemble de la province compte jusqu'à environ 12 à 13 millions d'habitants. Et donc, c'est une zone où il faut tout faire. On a besoin de tout, l'énergie, les infrastructures, les industries, ainsi de suite. Il y a 6 mois que nous avons pris le pouvoir à la tête de la province du Sud Kivu. Nous avons initié une série d'audits pour auditer le secteur de la vie de la province, l'économie, les finances, les minéraux, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et le constat est simple, c'est que les minéraux de la province du Sud Kivu sont exploités illégalement par des entreprises à capitaux chinois. 1600 entreprises ont été identifiées et toutes ces entreprises, aucune n'est en règle. Elles exploitent illégalement. La quantité identifiée est d'environ 750 000 kilos d'or tous les 6 mois. Et toute cette quantité traverse au Rwanda, qui a des industries, qui a compris le système, qui a placé ses usines de raffinage tout au bord de la frontière.
Et donc, on raffine au Rwanda, et parfois des capitaux viennent du Rwanda, 1 million de dollars en liquide. On les fait traverser par la corruption qui sévit malheureusement dans nos services. On les fait traverser dans la partie est, donc au nord et au sud Kivu. Et puis, on ramène le produit de l'autre côté. Entre-temps, nous ne payons pas, nous ne recevons pas des dividendes là-dessus. Dans le cadre des réformes que j'ai menées à la tête de la province, j'ai suspendu d'abord toute activité minière sur l'ensemble de la province. J'ai sorti un arrêté le 18 juillet dernier. Et en suspendant ces activités, force est de constater que nous attendions 400 entreprises qui étaient identifiées comme entreprises illégales. Nous en avons reçu 1600 qui se sont pointées. Et lorsque nous avons reçu, elles nous ont expliqué que certaines sont là depuis 8 ans, 10 ans, mais n'ont jamais payé des taxes, n'ont jamais payé quoi que ce soit, ne sont enregistrées nulle part, c'est-à-dire aucun bureau, aucun permis d'exploitation, pas de permis de travail, pas de permis de recherche. Mais bon, voilà, on exploite, on transporte et de l'autre côté, et puis ça traverse. Je dois préciser ici que, selon nos enquêtes, contrairement à ce qu'on dit que 90% de cette production va en Chine, c'est faux. Nos recherches et nos mémoires de nos étudiants de fin de cycle montrent que, au fait, 67% de cette production va dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire Dubaï, Émirats arabes unis, Arabie saoudite en général. Et le reste va en Chine. Donc, en Europe, c'est moins de 2% qui arrivent, au fait, contrairement à ce qu'on raconte. Bon, maintenant, je voulais ici préciser que, comme Lumumba aimait le dire, si on nous exploite, c'est que nous sommes exploitables. Les 6 mois que je viens de passer à la tête de la province a montré que cette province qui pouvait générer plusieurs millions de dollars par mois ne générait que 500 000 dollars américains le mois. Jamais on a dépassé ce chiffre, 500 000. Tout simplement parce qu'il y a une taxation confiscatoire, tout simplement parce qu'il y a une multitude, plus de 1400 taxes, voilà, une fiscalité totalement confiscatoire, parce qu'il y a des taxes inutiles et parce qu'il y a une lourdeur administrative, il y a une terrible corruption qui font, tous ces éléments font que le Rwanda a compris le jeu en essayant de mettre de l'ordre chez lui. Il accapare même 90% des hommes et femmes d'affaires, donc des affaires de chez nous, donc du Grand Kivu vers chez lui. Voilà pourquoi nous avons initié une série de mesures. La première était de réduire cette fiscalité confiscatoire de 80% de taxation, la remettre à 26%. Nous avons supprimé des taxes inutiles, plus de 147 taxes supprimées. Nous avons aussi réduit sensiblement les taxes, mais je vais dire ici que nous avons initié un processus de bancarisation, de numérisation des guichets et la mise en place des guichets uniques pour toutes les transactions commerciales. Et ça a commencé à générer des effets. Nous avons imposé une politique de bonne gouvernance. Nous avons arrêté plus d'une quarantaine de hautes personnalités qui étaient impliquées dans la corruption. Nous avons arrêté des entreprises chinoises qui exploitaient illégalement. Nous avons forcé à commencer à payer. Et toutes ces mesures ont généré de l'argent dès le premier mois. Au lieu de 500 000, nous avons généré 1 750 000 dans les recettes de l'État. Et si toutes ces mesures étaient mises en place, nous avons estimé que d'ici 7 mois, nous en étions à 25 millions de dollars américains le mois. Donc, on est en train de s'entretuer dans cette région pour rien. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour que les Rwandais, les Burundais, les Congolais, les acteurs internationaux, tous, on se retrouve. Concrètement, je ne vais pas vraiment rentrer dans la polémique, qui a raison, qui a tort. On sait que la tragédie qui se vit là-bas a déjà emporté des millions de citoyens congolais. Les Rwandais souffrent aussi de cette guerre, contrairement à ce que le régime essaie de montrer, bien sûr. Et aujourd'hui, il y a plus de 3500 citoyens congolais du sud du Grand Kivu qui traversent vers le Rwanda, soit pour y vivre, pour y travailler, pour y commercer. Et dans le même ordre d'idée, il y a plus de 4000 citoyens rwandais qui traversent aussi, qui viennent de l'autre côté. Et donc, comme je le disais tantôt, on ne peut pas vivre les uns sans les autres. On a un destin intimement lié et à vie, et il faut qu'on se comporte comme tel. C'est que j'ai conseillé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès que j'ai l'occasion de le rencontrer, je lui ai conseillé
la nécessité, la pertinence de discuter avec son homologue rwandais, parce que c'est ça le nœud du problème. Et je lui ai fait comprendre que ces gens se battent depuis 30 ans pour 3 motifs. Les terres, c'est-à-dire ils veulent, voilà, le trop-plein de leur population, ils veulent le déverser chez nous. Les minéraux, parce qu'ils doivent vivre, et l'économie qui tourne grâce et par le Congo. Et j'ai expliqué que nos populations du Grand Kivu ne peuvent pas non plus vivre sans ces transactions. Alors, concrètement, selon nos informations en tant qu'enseignants d'université, les États-Unis ont déjà dépensé plus de 500 millions de dollars américains injectés dans l'industrie minière au Rwanda, notamment les usines de raffinage de l'or, ainsi de suite, toutes ces usines. OK. Moi, ce que je propose, c'est exactement ou presque le deal qui est en train d'être proposé au niveau pour arrêter le conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est minerai pour la paix, la sécurité et le développement. Concrètement, c'est quoi? Moi, je pense que comme nous avons énormément de minerais chez nous, nous avons des terres, nous avons des forêts, nous pouvons transformer ça en opportunité pour les affaires. Et les affaires pour des entreprises crédibles, plus des entreprises, ou plus seulement des entreprises aux capitaux chinois qui vraiment ne respectaient pas les dimensions éthiques et équitables, les dimensions droits de l'homme, les dimensions protection de l'environnement, et qu'on amène des entreprises européennes, notamment françaises, américaines, ainsi de suite, pour qu'elles rentrent dans le jeu. Concrètement, il s'agit d'exploiter les premières réserves mondiales de cassitérite, de coltan, de cobalt, de cuivre, de diamant se trouvent au sud Kivu. Et pour faciliter tout ce mécanisme, nous avons créé des sociétés, c'est-à-dire des cadres juridiques, notamment un cadre juridique qui permet aux investisseurs de venir rapidement. Nous avons créé la Société provinciale des minéraux, la Société provinciale des infrastructures. Nous avons aussi créé la Société provinciale de l'agroforesterie communautaire pour tout ce qui concerne les quotas carbone et ainsi de suite. Nous avons aussi créé la Société provinciale de l'eau et la Société provinciale d'assainissement. Maintenant, ces sociétés sont conçues le cadre par lequel un investisseur qui veut faire du sérieux peut venir, il dit j'ai 30 millions pour investir, je suis intéressé à l'or. Nous avons pu récupérer plus de 200 carrés concessions minières qui étaient détenues légalement, que nous avons restituées à l'État congolais, au pouvoir central. Et donc, il est question, nous avons maintenant sollicité que le pouvoir central nous restitue une partie de ces concessions minières au sud Kivu. Ce sont là les actifs de la Société provinciale des minéraux. Et là, nous pouvons signer, selon les lois de la République, nous pouvons déjà signer, la province peut signer des contrats internationaux, nationaux, sous-régionaux avec différents partenaires. Il faut que Kagame et Tshisekedi discutent entre eux. Il faut que les équipes du AFCM 23 discutent avec les équipes de notre pays, de notre gouvernement. Et tout ça doit se faire par une facilitation de certaines organisations qui connaissent l'histoire de la sous-région et dont nous sommes membres. Je pense particulièrement à l'Organisation internationale de la francophonie. Je pense que c'est vraiment une très, très belle opportunité. L'Organisation internationale de la francophonie, avec l'appui de la RDC d'ailleurs, lors du vote qui a eu lieu à Yerevan, faut vous rappeler qu'on a mis en place une secrétaire générale rwandaise, Madame Mushikiwabo. Et à côté de ça, avec l'appui de la RDC, la francophonie tourne bien parce que nous sommes le premier pays francophone au monde. Et je crois que c'est vraiment l'opportunité, c'est un espace de démocratie, des droits de l'homme, de bonne gouvernance. On peut exploiter maintenant. On organise que la francophonie prenne le lead en organisant une conférence régionale où nous, les gouverneurs du Sud Kivu, le gouverneur de province voisine du Rwanda, c'est-à-dire de Kamembe qui est voisine du Sud Kivu, trois gouverneurs du Burundi aussi qui avoisinent le Sud Kivu, celui de Tanzanie qui borde le lac Tanganyika et le Sud Kivu, qu'on se mette ensemble, qu'on associe les organisations des femmes, des jeunes et des droits de l'homme, la société civile, pour qu'on réfléchisse sur comment on peut accompagner les mécanismes, que la guerre ne nous amène à rien et on ne peut que réussir tous ensemble.
À côté de ça, il faut qu'on fasse jouer les organisations sous-régionales. Nous avons la communauté économique des pays des Grands Lacs qui réunit le Rwanda, le Burundi et la RDC. Nous avons la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui réunit les 12 pays entourant la RDC. Nous avons aussi East African Community. Nous avons la SADC, South African Development Community. Nous avons aussi la CAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Ces organisations ont toute une série de mécanismes. Et forcément, il faut qu'on rentre à l'accord cadre d'Addis Abeba, le seul, à mon avis, le seul accord qui a été signé et ratifié par tous les chefs d'État de la région, de l'Afrique, au fait. Donc, il faut qu'on discute maintenant concrètement comment sortir de ça. Et je crois qu'on se bat pour les minéraux. Et la preuve, c'est que la progression, la cartographie de la progression de l'armée rwandaise à l'intérieur du sud et du nord Kivu suit la cartographie et le positionnement des sites miniers. Ainsi, par exemple, la première réserve mondiale du coltan de la cassitérite, qui est industrialisée aujourd'hui, c'est à Walikale et dans le nord Kivu, à la frontière avec le sud Kivu. C'est la société américaine Alpha Mine qui l'exploite. Et donc, les Rwandais sont en train de progresser en direction de Kisangani, mais c'est cette mine qui l'intéresse. Alors, ils sont en train de progresser vers le Grand Sud, c'est-à-dire Walungu, parce que la société canadienne avait jadis exploité des minerais dans la zone. La société canadienne du nom de Banro a exploité des milliers de tonnes d'or, de cassitérite et de coltan dans les mines de Twangiza Mining, Kamituga Mining, Lugushwa Mining et Namoya Mining, et puis il y a Tubimbi Mining. Et vous voyez que c'est là où se trouvent les Rwandais. Le M23 et l'armée rwandaise sont effectivement sur cet axe-là. Et des entreprises chinoises viennent d'être contractées, ils ont signé illégalement avec le M23. Ils ont reçu 500 000 $ américains en liquide dans un seul site minier. Il faut dire qu'il y a plus de 87 sites miniers sur cet axe. Et voilà, donc il y a tout ça. Mais je pense que nous pouvons trouver une formule en nous essayant ensemble, en essayant de comprendre qu'on mette le Rwanda dans le deal, les Américains, les Français, les Ougandais, tout le peuple de la sous-région. Et ensemble, on voit comment on peut développer un partenariat gagnant-gagnant où tout le monde se retrouve, et la population et les autres. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, on vous remercie beaucoup. Merci pour cette vision venue vraiment au plus proche du terrain et d'une vision finalement possible d'une résolution en ayant pris cet axe économique qui, pour vous, bien sûr, est la principale raison de cette guerre. Vous l'avez très bien montré et merci pour l'espoir que vous donnez d'une résolution possible sur ces éléments-là. Reste qu'il y a beaucoup de sujets que l'on va, je pense, aborder lors de cette deuxième partie de notre audition. Et j'ai demandé aux différents groupes parlementaires qui ont désigné un porte-parole d'intervenir. Et le premier à intervenir ce matin intervient pour le groupe Horizon et Indépendant. Je donne la parole à Bertrand Bouix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, la région des Grands Lacs, et en particulier l'Est de la République démocratique du Congo et la province du Sud Kivu, traverse une crise sécuritaire et humanitaire alarmante, et vous l'avez rappelé fort bien dans vos propos. Depuis plusieurs mois, nous assistons à une recrudescence des violences avec la résurgence du M23, un groupe armé dont l'activité déstabilise toute la région et qui, selon de nombreux rapports internationaux, bénéficie de soutien extérieur. Cette situation aggrave un conflit déjà marqué par une exploitation illégale et violente des ressources naturelles. Les civils paient un prix tragique, massacres, violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, déplacements forcés par centaines de milliers. L'ONU estime que depuis début janvier, plus d'1 demi-million de personnes ont été déplacées par les combats. Aujourd'hui, les camps de déplacés débordent et les conditions de vie y sont alarmantes avec une insécurité persistante, une malnutrition grandissante et un accès insuffisant aux soins médicaux de base. Face à ces défis,
La réponse humanitaire peine à suivre et les organisations sur le terrain alertent sur une catastrophe en cours. Dans ce contexte, la communauté internationale s'interroge sur les actions concrètes entreprises par la RDC pour assurer la protection des populations civiles, lutter efficacement contre l'impunité des groupes armés et mettre un terme à l'exploitation illégale des ressources qui alimentent le conflit. Par ailleurs, le groupe Horizon souhaite savoir comment votre gouvernement entend renforcer la coopération régionale et mobiliser ses partenaires internationaux pour restaurer une paix durable dans cette région qui souffre depuis bien trop longtemps. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le gouverneur, c'est à vous. Merci beaucoup, monsieur le député, pour cet éclairage et pour ces questions combien précises et pertinentes. La réponse humanitaire, il faut d'abord dire qu'effectivement, il y a énormément de violations de droits de l'homme. Et moi qui ai passé plus de 28 ans en train de mener des investigations sur les violations des droits de l'homme dans le monde, dans beaucoup de pays affectés par des conflits avec les Nations Unies, la première chose que j'ai faite, c'est de faire mettre en place, en tout cas pour le Sud Kivu, avec l'appui du gouvernement central, des équipes qui consistent à collecter les données et à les vérifier. Et donc, ces équipes sont sur le terrain et nous rapportent de l'information à l'heure qu'il est. Il y a eu plus de 47 enfants qui ont été fusillés à bout portant par l'armée rwandaise. Les enfants dont l'âge est situé entre 8 et 16 ans, notamment dans le camp militaire dénommé Sayo, le camp Sayo. C'est la principale base militaire basée dans la ville de Bukavu, au sud Kivu. Il y a des cas de viols et des violences sexuelles liées au conflit. Dans des hôtels à Bukavu, les femmes sont victimes des viols commis par les éléments du M23FC. Nous avons énormément de cas d'enlèvement des femmes et des cas de disparition forcée. Et voilà, la crise humanitaire est là aussi. Donc, il y a l'électricité, la fourniture du courant électrique est perturbée, l'insécurité est généralisée. Il y a donc des cas de torture, de tabassage, voilà, des passages à tabac des personnes. Voilà. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons d'abord mené les investigations afin qu'un jour ou l'autre, justice soit faite. On est en train de collecter les données et la première chose était de demander une session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Comme vous le savez peut-être, hier, ce dialogue interactif a eu lieu sur la situation du Nord et du Sud Kivu, depuis l'occupation du M23 allié au Rwanda. Et donc, il y a eu des discussions où le monde entier, je remercie au passage l'intervention de la France qui a été très, très pertinente, qui a aidé à faire avancer les choses et à clarifier les opinions par rapport à ça. Nous avons aussi demandé à ce qu'un mécanisme de justice transitionnelle soit en place. Au niveau national et au niveau provincial, nous avons élaboré un plan provincial pour la justice transitionnelle. Et ce que nous demandons ici, c'est qu'on puisse mettre en place le plus rapidement possible une cour pénale spéciale pour le Congo. Et nous remercions au passage le gouvernement français qui constitue, aux côtés de la Belgique, l'affaire de lance de cette lutte. Nous avons contacté le procureur de la Cour pénale spéciale, de la CPI, je veux dire, la Cour pénale internationale, M. Khan, qui est arrivé au Nord Kivu et qui est arrivé à Kinshasa pour travailler. Ainsi, les mécanismes des droits de l'homme de l'ONU sont déjà enclenchés. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en RDC, Mme Keïta Bokoum, était ici. Nous étions avec elle ici à Kinshasa et dans l'Est il y a quelques jours. Nous travaillons aussi avec le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme en RDC. Et nous demandons à ce que la communauté internationale puisse allouer suffisamment de moyens à la société civile, mais aussi à la communauté humanitaire sur les 2,4 milliards de dollars américains demandés par la communauté humanitaire pour faire face à cette crise dans le Grand Kivu. Il n'y a que 7% qui ont déjà été obtenus. Ça a été encore rappelé par Madame
Bintou Keïta, qui est la représentante du secrétaire général de l'ONU ici. Merci. Et donc, la coopération sous-régionale, nous discutons aussi dans la sous-région par rapport à ça. Il y a les accords, les discussions qui vont bon train à Dar es Salaam, Nairobi et à Luanda. Et le gouvernement y envoie des délégués à chaque fois. Donc, voilà un peu, nous pensons que les accords sous-régionaux, avec l'appui des partenaires comme l'OIF, pourraient jouer un rôle déterminant pour remettre la situation en place. Merci, Monsieur le Gouverneur. Je passe la parole à présent pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires à Monsieur Laurent Mazory. Et Jean-Paul Lecoq se prépare. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Gouverneur. En mars dernier, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés indiquait que près de 900 viols ont été commis dans l'est de la RDC en l'espace de 2 semaines, soit une moyenne de 60 par jour. En 2023, 123 000 cas avaient déjà été recensés dans l'ensemble de la RDC, dont plus de 70% à l'est du pays. Le recours aux violences sexuelles et aux viols comme arme de guerre n'est pas nouveau dans cette région du monde. En s'attaquant aux femmes, mais aussi aux petites filles, c'est toute la société qui est ainsi visée. Le rapport Mapping, publié en 2010, faisait état des violations des droits de l'homme les plus graves commises entre 1993 et 2003 et faisait déjà notamment état de cette fatalité. Il indiquait par exemple l'impunité, l'indiscipline, la haine ethnique, la normalisation de la violence, les croyances mystiques, les phénomènes de coercition mentale exercés sur les enfants soldats, l'encouragement passif ou actif de la hiérarchie militaire institutionnelle et rebelle, expliquent la généralisation des violences sexuelles qui ont touché les femmes de tout âge, y compris les fillettes, parfois de 5 ans seulement, mais aussi les femmes âgées. Aussi, le projet Mapping avait notamment comme objectif d'élaborer une série d'options destinées à aider le gouvernement de la RDC à identifier les mécanismes appropriés de justice transitionnelle permettant de traiter les sujets des violations perpétrées en matière de vérité, de justice, de réparation et de réforme. En 2021, dans le rapport du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, ce dernier estimait encourageant l'attachement du gouvernement congolais à la progression de la justice transitionnelle et les progrès dans l'instauration de mesures de justice transitionnelle dans la région du Kasaï. Pourriez-vous nous faire état du développement de cette justice transitionnelle dans votre région à ce jour, en particulier et plus largement en RDC ? Par ailleurs, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU accuse, en dehors des crimes du M23, encore l'armée congolaise de violences sexuelles. Qu'en est-il et quelles sanctions seront enfin prises ? Et pouvez-vous vous engager au nom de votre gouvernement à ce que ces agissements et ces crimes insupportables cessent définitivement ? Je vous en remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Gouverneur, si vous voulez bien répondre. Merci beaucoup. Je commence par le dernier point. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des violations des droits de l'homme à l'encontre de la femme, notamment les violences sexuelles liées au conflit, particulièrement les viols. Et je suis particulièrement sensible à la question en ce sens que pour avoir été dirigeant du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme avant que je ne rentre au pays il y a 5 ans, j'enseigne aussi à l'université avec le professeur Mukwege à Panzi. Et donc, nous suivons ces cas de très près. Effectivement, il y a des cas de violences sexuelles perpétrés par différents groupes armés, notamment de notre côté, quelques éléments indisciplinés de nos forces, les FARDC, quelques jeunes Ouazalendo, mais aussi et surtout du côté rebelle, le M23, il y a cette politique et l'armée rwandaise, bien sûr, qui opère dans le Grand Kivu. Alors, que fait le gouvernement congolais? Nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes et parmi ces mécanismes, c'est d'abord l'organisation des audiences foraines. Je me suis assuré, par exemple, dans mon gouvernement au niveau de la province Sud Kivu, de mettre un ministre jeune, compétent, activiste de la société civile, qui a lutté dans ces questions pendant plusieurs années. Et donc, je l'ai nommé ministre de la Justice, des droits de l'homme, de la promotion et de la protection du genre et des droits humains de la femme. C'est le seul, d'ailleurs, ministère dans la sous-région qui est dénommé comme ça pour vraiment mettre un point essentiel, un focus essentiel sur la nécessité de protéger la femme, l'enfant, mais aussi de mettre en application toute une série de résolutions
que nous avons signées, à savoir la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, au Sud Kivu, nous avons une commission provinciale pour la justice transitionnelle. Et celle qui est en train de travailler avec les différents mécanismes sous-régionaux et internationaux, c'est ce mécanisme qui a fait venir, en collaboration avec le bureau du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, un bureau que je connais relativement bien pour l'avoir servi dans beaucoup de crises, notamment en Centrafrique, au Kosovo, au Libéria, au Soudan, ainsi de suite. Et donc, on a travaillé avec ces gens pour élaborer un plan spécial. Nous avons organisé 24 audiences foraines au Sud Kivu et 80% de ces audiences étaient liées effectivement aux violences sexuelles liées au conflit. Et 60% des gens qui ont été sanctionnés, ce sont nos éléments des FRDC. Et la justice a été faite. Mais vous vous rendez compte que lorsque nous avons mis ces gens en prison et qui ont été condamnés pour des faits très graves, lorsque le M23 est rentré dans la ville de Bukavu début février, la première chose qu'ils ont faite, c'est de libérer et d'ouvrir les portes de toutes les prisons. Parce que la tactique du Rwanda, on la connaît, c'est de créer d'abord le chaos et mettre à genoux l'économie pour qu'on continue à dépendre, et de commettre des crises graves pour que dès qu'ils arrivent, ils disent, bon voilà, nous sommes les libérateurs, ainsi de suite, alors que c'est même pire. Donc, il y a plus de 3000 criminels qui ont été libérés de la prison centrale de Bukavu par le M23, et ces criminels sont dans la nature, et aujourd'hui, qu'il n'y a plus de police, il n'y a pas d'armée, il n'y a rien. Les M23, contrairement à ce qu'ils disent, ils ne sont pas nombreux. Dans la ville de Bukavu, sur 3 millions d'habitants, ils ne sont pas à 200. Il n'y a pas 200 éléments. Parce qu'avec les critiques internationales, et de la France notamment, le Rwanda ne maintient plus beaucoup de ces éléments là-bas. Ils viennent, ils attaquent, ils laissent des experts et ils rentrent. Mais au Sud Kivu, c'est une zone de résistance. La population n'a pas adhéré massivement comme ils l'attendaient, ce qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup de monde là-bas. Alors, il n'y a pas de justice. Il y a des graves violations des droits de l'homme qui se commettent. Le rapport Mapping, justement, j'ai fait partie des gens qui l'ont rédigé. À l'époque, j'étais expert de l'ONU aux droits de l'homme. Bon, effectivement, il faut qu'on le mette en application. Nous sommes en contact avec la Cour pénale internationale que nous avons fait venir à l'Est. Et le gouvernement de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre, Madame Judith Suminwa, ont mis en place un mécanisme national. L'Assemblée nationale a déjà voté les lois. Et d'ailleurs, en termes de lutter pour les droits humains de la femme, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous sommes passés de 4% des femmes représentées dans les mécanismes de prise de décision à 27% aujourd'hui. C'est la première fois. Et le procureur de la République et toutes ses personnalités, ministre de la Justice, ont été ou sont des femmes. Merci, monsieur le procureur. Un mot peut-être, vous avez parlé, monsieur le gouverneur, pardon, je pensais à la suite de ce que j'allais dire. Vous avez prononcé tout à l'heure, parlant de ces crimes d'indiscipline. À aucun moment, pour vous, il n'y a eu de stratégie, de volonté venant d'ordre militaire notamment. Pour vous, ce n'est que de l'indiscipline. En quelques mots, puisqu'on va essayer d'accélérer un peu. On a beaucoup d'intervenants, monsieur le procureur. Oui, je vais être très bref. Non. Les investigations que nous avons menées démontrent qu'il n'y a pas eu une volonté. Il y a tout simplement des problèmes au sein de l'armée. Et les problèmes, oui, il y a des cas d'indiscipline. L'armée n'a pas été très, très bien encadrée jusqu'à. Il faut savoir que depuis 1997, lorsque Kabila le père a pris Kinshasa, puis son fils pendant 18 ans, Kabila le fils, eh bien, on a eu une armée qui est composée des éléments brassés, donc des gens qui gardaient les vaches se retrouvent colonels ou généraux du jour au lendemain parce qu'on a forcé le gouvernement à intégrer ces éléments. Il y a beaucoup de citoyens rwandais qui étaient des criminels chez eux, qui se retrouvent commandants dans notre armée. Il y a beaucoup de gens qui ont tué, qui sont des repris de la justice, qui se retrouvent dans l'armée. Et donc, nous avons beaucoup d'éléments, des officiers supérieurs
répondant plus au Rwanda qu'au Congo ou à l'ancien régime qu'à celui-ci. Et donc, par rapport à ça, oui, on a des problèmes de gestion de la chose publique au sein des forces de défense et de sécurité. Et c'est là que nous sommes en train de jouer, donc d'essayer de corriger tout ça et de réformer la réforme du secteur de sécurité. C'est l'une des priorités du gouvernement actuel. Merci, monsieur le gouverneur. Pour la gauche démocrate et républicaine, je donne la parole à monsieur David Riemann pour 2 minutes 30. Et monsieur le gouverneur, ensuite, on vous demandera d'être dans un format à peu près de 2 minutes 30 pour les réponses, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Oui, merci, monsieur le Président. Monsieur le gouverneur, chers collègues, depuis plus de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'une tragédie humanitaire sans précédent qui a fait plus de 10 millions de morts. Les raisons de ce conflit sont connues, qu'il s'agisse des ingérences régionales, de l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC ou du contexte historique d'ethnicité et de colonisation. Les exactions commises par le M23 et l'escalade à laquelle nous assistons risquent d'embraser toute la région des Grands Lacs en l'entraînant dans une guerre aux conséquences humanitaires terribles. C'est dans ce contexte que l'émir du Qatar a réussi à réunir mi-mars à Doha les chefs d'État congolais et rwandais, ce qui a permis d'entamer les discussions sur l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu. Les deux parties se sont engagées à poursuivre les discussions pour établir des bases solides pour une paix durable et se sont dites favorables à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Pourtant, dans le prolongement de cette rencontre, le M23 s'est retiré des négociations directes qui devaient se tenir entre les autorités congolaises et le M23, selon qui les sanctions prises par l'Union européenne constituaient un obstacle à ces pourparlers. Il semblerait que l'annonce de ces sanctions européennes à la veille des pourparlers puisse être qualifiée à minima de maladresse. Elles ont offert un prétexte idéal au M23 pour se retirer des négociations. Toutefois, notons que ces sanctions ne sont ni nouvelles ni isolées. Cependant, la tenue de cet échange nous aurait peut-être permis collectivement d'y voir plus clair sur les revendications du M23. En tant qu'acteur de terrain, peut-être aurez-vous, monsieur le gouverneur, des éléments nouveaux ou des éclaircissements à nous apporter sur les suites à entendre de l'échange de Doha. Par ailleurs, nous savons que plus de 100 000 personnes ont fui le conflit dans l'est de la RDC et qu'elles ont trouvé refuge dans les pays voisins. Auriez-vous des précisions concernant ces données chiffrées dans le cas spécifique du Sud Kivu, où la situation s'est particulièrement détériorée ces derniers mois? Comment s'organisent les échanges et les relations avec les pays voisins d'accueil? Quelles sont les perspectives de retour à moyen, long terme? Enfin, pourriez-vous nous dire quel regard vous portez sur le potentiel retour de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le gouverneur, c'est à vous. Merci beaucoup, monsieur le député. Je voulais juste préciser ici que par rapport à ce qui vient d'être évoqué, bon, effectivement, il y a beaucoup de sanctions. Le régime du Rwanda se comporte comme Netanyahou se comporte vis-à-vis des résolutions de la communauté internationale de l'ONU, notamment par rapport à la question de Gaza et de la Cisjordanie. Il y a beaucoup de résolutions qui sont signées qui interdisent le Rwanda de se retirer. Tout le monde sait que depuis plus de 30 ans, le Rwanda est à l'intérieur, c'est documenté, c'est prouvé, mais il n'y a pas d'effort pour vraiment le sortir définitivement du Congo. Le rapport Mapping n'a jamais été mis en application, et lorsque le M23 se retire de la table de négociation des accords de Luanda pour du fait que, bon, voilà, ils sont mis sur la liste des sanctions de l'Union européenne. L'Union européenne ne fait plus rien, il s'arrête. Et donc, il faut quand même qu'il y ait des mécanismes pour qu'on revienne à la table de négociation. C'est très important qu'on discute, mais qu'on prenne des sanctions contre ceux qui boycottent ces négociations. Il faut qu'on prenne des sanctions immédiates. La lutte ici pour assurer le retour des personnes déplacées et des réfugiés au Grand Kivu, particulièrement au Sud Kivu, c'est naturellement d'abord que, comme l'imposent toutes les résolutions et les décisions qui ont été prises par la communauté internationale et régionale, que l'armée rwandaise et le M23 se retirent, que nous, les autorités provinciales, légalement élues, nous puissions retourner à nos postes pour maintenant organiser les différentes discussions. Effectivement, à Doha, il y a eu des discussions. Moi, je n'ai pas été là personnellement, mais je sais que ça
calmer la situation sur le terrain dès que les belligérants ont vu que les deux présidents sont rencontrés. Ça a soulagé un peu la population et nous espérons que ces discussions vont vraiment continuer. Nous sommes à 100, en termes du nombre de déplacés, nous sommes, selon nos statistiques, à 142 000 personnes, essentiellement au Burundi. Et donc, ces gens vivent dans des conditions terribles, inhumaines, parce que le HCR ne reçoit pas suffisamment d'aide pour les venir en aide, pour les assister. Par rapport aux pays voisins, comme je l'ai dit tantôt, nous avons besoin de vivre en harmonie. Malgré la guerre, à l'heure où je vous parle, il y a des milliers de citoyens. D'abord, il y a au moins 2 millions de citoyens qui vivent au Rwanda sur environ 20 millions de Rwandais. Il y a au moins 2 millions de Congolais, citoyens qui vivent et travaillent là-bas. Tout comme il y a plus de 4 millions de Rwandais qui vivent et travaillent chez nous dans le Grand Kivu et à Kinshasa et ailleurs. Contrairement à tout ce qui se passe, la vie continue, le commerce continue parce que les gens ne doivent pas s'arrêter de vivre. Les gens quittent le Rwanda tous les jours pour aller au Congo, les gens quittent le Congo tous les jours pour aller au Rwanda. C'est la survie. Voilà, la MONUSCO, oui, justement, c'est capital. Hein. Le rôle de la MONUSCO a été important. Il appartiendra aux autorités au niveau national de décider, mais je pense que tous les acteurs internationaux sont vraiment un maillon important dans la résolution pacifique de ce conflit. Il faut juste qu'on clarifie le mandat, mais surtout qu'on donne des moyens et des opportunités à la RDC pour achever son processus de restructuration de son armée. Et lorsque les Wazalendo, tous ces groupes armés seront intégrés dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion, il faudra naturellement qu'on puisse les aider à choisir la voie. Ceux qui veulent rester dans le... Ceux qui ne veulent pas seront intégrés. En disant que les FDLR, oui, on en parle beaucoup. Personnellement, et vraiment en toute objectivité, je pense que c'est un argument politique justificatif de la tragédie de l'intervention rwandaise au Congo qu'autre chose. C'est depuis 1994, quand même, l'armée rwandaise a géré l'Est du Congo. Pourquoi ils ne les ont pas éliminés? Il y en a quelques-uns, mais c'est des forces qui ne sont plus négatives. Et le rapport du haut-commissaire l'ONU l'a montré. C'est des résidus, des forces résiduelles qui ne constituent plus un danger. Et lorsqu'on leur demande, on les prend, on les ramène au Rwanda, que le Rwanda aussi accepte de discuter avec eux, de terminer tout ça là-bas. Pourquoi on doit souffrir pour une affaire qui n'est pas la nôtre? Voilà un peu. Merci, Monsieur le Gouverneur. La parole pour le Rassemblement national à Monsieur Stéphane Rambaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, votre province subit de plein fouet l'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, qui s'empare de villes comme Bukavu et pille vos ressources, coltan, or, diamants, au nez et à la barbe d'une Union européenne complaisante. Ce pillage orchestré par Kigali finance une guerre responsable de 8 à 10 millions de victimes civiles congolaises en quelques décennies. Il contraint aussi des centaines de milliers d'habitants à devenir des réfugiés intérieurs ignorés par une communauté internationale trop souvent indifférente. L'aide humanitaire devient impossible à acheminer en raison du rôle actif joué par le Rwanda. Pendant ce temps, l'Union européenne, drapée dans ses prétendues valeurs éthiques, se contente d'acheter ses matières premières volées et de verser 20 millions d'euros au Rwanda pour ses interventions au Mozambique sans aucun contrôle. Le Rassemblement national, comme l'a martelé Marine Le Pen en janvier 2025, refuse cette hypocrisie. L'Union européenne doit cesser d'être le receleur du pillage rwandais en RDC. Le 10 février, notre groupe au Parlement européen a déposé une motion exigeant la condamnation de l'agression rwandaise via le M23, la suspension immédiate des aides et accords avec Kigali, notamment le mémorandum sur les matières premières, et un soutien concret à l'armée congolaise face à ces violations de votre souveraineté. Nous déplorons
Aussi, par ailleurs, l'inaction de la MONUSCO, incapable de protéger vos populations après 20 ans de présence. Monsieur le gouverneur, comment percevez-vous aujourd'hui l'action de l'Union européenne dans la région? Merci, monsieur le député. Monsieur le gouverneur, c'est à vous. Si vous pouvez rester dans un format de 2 minutes, 2 minutes 30, ce serait très bien. Merci. Je remercie sincèrement le député élu du RN pour la pertinence de ces questions et pour cette importante préoccupation par rapport à la tragédie qui sévit chez nous depuis 1994, donc 1994 jusqu'à aujourd'hui, par l'action du Rwanda qui se positionne en sous-traitant des acteurs internationaux, des multinationales, du CAC 40, du Big Five et les États qui les accompagnent. Effectivement, l'Union européenne, nous sommes avec l'Union européenne ici sur le terrain, dans les provinces, mais aussi à Kinshasa, depuis très très longtemps. Ils ont développé un certain nombre de projets importants. Mais effectivement, nous sommes perplexes par rapport au fait que le principal bailleur des fonds du Rwanda aujourd'hui, à 67%, c'est quand même l'Union européenne. Les forces de maintien de la paix du Rwanda à l'extérieur du pays, c'est quand même l'Union européenne. Et un des principaux acheteurs des minéraux qui viennent du Rwanda, c'est quand même aussi l'Union européenne ou via l'Union européenne. Et cette contradiction où il se positionne en appui pour la promotion et la protection des droits de l'homme, et à côté de ça, elle continue à appuyer un régime qui ne respecte pas la politique de diligence voulue en matière des droits de l'homme. Et cette contradiction pose un certain nombre de problèmes et rend la population vraiment très, très perplexe. Néanmoins, nous sommes conscients que la solution ne viendrait pas d'ailleurs non plus. La solution, par rapport à tous les acteurs internationaux, elle viendra d'abord de l'Union européenne et des citoyens européens qui devraient vraiment aider à faire pression à la communauté, aux institutions en place pour changer la donne. Que le rapport mapping soit mis en application, que le contrat soit effectivement sur les minéraux, soit conclu plutôt avec la RDC, comme je l'ai dit tantôt au début de mon intervention, qu'avec le Rwanda. Et forcément, il n'est pas question d'humilier qui que ce soit. Le Rwanda viendra aussi dans le deal. Les États-Unis, l'Union européenne, tous les partenaires qui veulent viendront. Mais le deal actuel où les Chinois exploitent 90% passe par le Rwanda, ensemble font des deals, ils amènent en Europe et ailleurs, ça ne marche plus. Nous avons créé des mécanismes qui permettent à ce que les Rwandais se retrouvent, les Congolais se retrouvent, mais dans des partenariats éthiques et équitables et gagnant-gagnant. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le gouverneur, pour l'Ensemble pour la République. Madame Elira Krafi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le gouverneur, je me réjouis de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que député des Français qui vivent en Afrique subsaharienne pour faire le point au plus près du terrain sur la situation en République démocratique du Congo. Nous constatons hélas le triste bilan de cette crise connue par votre pays et en particulier votre région depuis la reprise des affrontements en 2023 et la prise de Goma et Bukavu au sud Kivu par les forces du M23, comme vous l'avez si bien expliqué. La situation humanitaire est catastrophique. Je rappelle que ce conflit, sous différentes formes, dure depuis plus de 30 ans et implique aujourd'hui des dizaines de groupes armés et rebelles, étrangers ou congolais. Je souhaite ici saluer tous les humanitaires et notamment les Français qui restent sur le terrain pour soutenir les plus vulnérables. Je souhaite rappeler aussi le soutien de la France à toute mesure permettant de mettre un terme au combat et à la reprise du dialogue, un travail auquel notre pays s'attelle en bilatéral en parlant aussi bien avec la RDC qu'avec le Rwanda ou d'autres États de la région. Mais elle le fait aussi dans les enceintes internationales. Je rappelle ainsi que la France a fait adopter à l'unanimité devant le Conseil de sécurité une résolution condamnant les offensives du M23 et appelant au retrait des troupes rwandaises de RDC. Notre diplomatie a toujours plaidé pour le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC
et s'indigne du prix que doivent payer, comme toujours, les populations civiles. Et je réitère ce message ici avec force. Je veux croire au message d'espoir qu'a fait naître la rencontre au Qatar le 18 mars dernier entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi sous l'égide de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, dont je salue les efforts en faveur de la paix. Monsieur le gouverneur, le chef-lieu de province du site du Kivu a dû être relocalisé à Uvira avec toutes les instances légales et c'est une administration parallèle qui a été mise en place à Bukavu. Pouvez-vous nous dire comment les administrations et les services publics peuvent fonctionner dans de telles conditions? Et voyez-vous sur le terrain des améliorations ou du progrès depuis la rencontre des deux chefs d'État au Qatar? Et enfin, et vous y avez un petit peu répondu, comment nous, ici à l'Assemblée nationale, vu que vous êtes devant nous, comment nous, en tant que députés, pouvons-nous vous aider, vous accompagner? Vous l'avez un petit peu abordé en parlant de l'OIF et certainement de l'APF. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le gouverneur. Merci beaucoup, Madame la députée. Encore une fois, je tenais à revenir d'abord sur le rôle capital que joue la France ici sur le terrain. À l'heure où je vous parle, il y a des citoyens français qui ont refusé de quitter Bukavu parce qu'ils disent « nous ne voulons pas abandonner la population ». Et pour toutes les guerres qui se sont succédées, nous avons des jeunes gens, des jeunes Français qui sont restés avec nous et qui n'ont pas abandonné. À l'heure où je vous parle, il y en a encore sur place, notamment M. Dekandol, qui est le consul sur place, et toute son équipe. Et vraiment, ça touche la population, ça nous touche tous. Nous avons aussi quelques acteurs comme Médecins sans frontières France. Nous avons aussi l'Agence française de développement et l'OIF qui joue un rôle déterminant sur le terrain depuis très, très longtemps. Et donc, nous tenions vraiment, avec l'ambassadeur et toute son équipe ici, l'ambassadeur de France et toute son équipe, c'est des acteurs qui ont compris ce qui est en train de se passer et qui nous aident à sensibiliser. Et nous tenions vraiment, au nom de la population de la province Sud Kivu, à remercier la France et sa population à travers ces ambassadeurs que je viens d'évoquer. Maintenant, il y a d'abord une terrible tragédie humanitaire parce que, comme vous le savez, il y a deux grands aéroports dans la zone. Bukavu à l'aéroport de Kavumu et Goma à l'aéroport de Goma, qui sont occupés par le M23 et qui font des trafics illégaux par avion entre le Rwanda et ces deux capitales où les minéraux sont pillés et transportés vers le Rwanda. Maintenant, ouvertement, tous les dépôts ont été vidés. Les dépôts qui contenaient la cassiterite, le coltan, l'or, le diamant, transportés vers le Rwanda par avion. À partir de Goma et Bukavu, et on utilise ces aéroports pour maintenant connecter d'autres territoires. Les Rwandais sont dans la politique de fight and talk. Ils participent aux négociations, mais de l'autre côté, les offensives vers les zones minières continuent et la population continue à souffrir sérieusement. Les accords de Doha ont apporté espoir, effectivement. Nous tenions à ce que l'Assemblée nationale française puisse continuer à marteler afin que les deux leaders continuent à se parler c'est-à-dire Tshisekedi et Kagame, et qu'ils comprennent que la population veut la paix, il veut que ça s'arrête. Vraiment, la souffrance est telle que vivre dans des zones sans armée, sans police, sans service de renseignement, c'est quelque chose de terrible. Donc les massacres tous les jours dans les zones occupées par des rebelles. Maintenant, effectivement, nous avons déplacé la capitale de la province de Bukavu à Uvira, où j'ai installé toute l'administration, c'est-à-dire l'armée, la police, les services de renseignement, les services des douanes. La difficulté par rapport à ça, c'est que nous n'avons plus de recettes. Les plus importantes recettes sont captées par le M23 pour financer sa guerre. Ce sont les recettes minières, parce que 78%, donc 78% des recettes de la province sont générés par les minéraux. Et ces minéraux, tous ces sites miniers sont occupés par la rébellion du M23 et du Rwanda aujourd'hui. Tout ça est transporté vers le Rwanda. Nous n'avons plus de recettes. Nous essayons de tenir difficilement. Merci. Nous ne savons même pas assister les déplacés, les réfugiés par rapport à ça. Et nous demandons à ce que vous soyez vraiment intransigeants pour nous aider à pousser à ce que les discussions continuent. Mais ces gens se retirent d'abord pour qu'on rentre. Mon collègue rentre à Bukavu
moi-même, je rentre à Bukavu comme gouverneur et mon collègue qui est à Beni rentre à Goma dans sa province. On peut continuer les discussions, il n'y a pas de problème. Merci, monsieur le gouverneur. Je donne la parole à présent pour la France Insoumise à monsieur Aurélien Taché. Merci, monsieur le président. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, malgré la crise absolument terrible que vous connaissez. Permettez-moi d'abord d'avoir un mot pour les plus de 6 millions de morts causés par ce conflit terrible en République démocratique du Congo depuis les années 90. Je voudrais également avoir une pensée pour les millions de déplacés internes. Vous l'avez rappelé, beaucoup d'entre eux sont aussi dans des pays voisins comme le Burundi, qui ont tout perdu, et pour toutes celles et ceux qui ont subi des crimes infâmes sur leur personne. La France Insoumise se montre entièrement solidaire de ce que vit le peuple congolais et apporte tout son soutien à la République démocratique du Congo dans le cauchemar sans fin qu'elle traverse depuis maintenant 30 ans. Le mouvement du 23 mars, qu'on avait cru défait en 2013 et disparu, les fameux milices du M23, ont été ressuscités en 2021 par le Rwanda, son principal soutien financier, et depuis, elles sèment la terreur. Vous l'avez rappelé, elles se sont emparées de Goma en janvier 2025. Le mouvement a ensuite envahi le site Kivu, votre région, en s'emparant de Bukavu. Je crois d'ailleurs que l'Assemblée provinciale de la région a été obligée, vous l'avez aussi dit, de se déplacer de Bukavu à Uvira et n'a pas pu ouvrir sa session avant-hier. Donc je veux saluer l'engagement de mes collègues parlementaires qui ont eu le courage d'aller au bout de leur mandat malgré la prise de leur ville et qui sont obligés de siéger maintenant à Uvira. Tous les policiers, les militaires de RDC encore présents après la chute de Bukavu ont d'ailleurs été transférés à Goma pour suivre une formation. Il n'y a donc dans cette ville plus d'élus, plus de fonctionnaires, plus de policiers. Autrement dit, l'État congolais n'existe plus dans ces endroits. Alors je vous ai entendu nous dire qu'une partie de la solution passerait certainement par la dimension économique, le fait qu'un certain nombre d'entreprises de différents pays pourraient intervenir dans la région sur la question des minerais, qui est évidemment au cœur du conflit extrêmement meurtrier qu'on évoque avec vous ce matin. Il me semble quand même qu'une solution politique, une dimension politique doit aussi être trouvée. Et c'est là-dessus que je voudrais peut-être vous entendre. Il y a eu un certain nombre de sanctions de prises par certains pays occidentaux. Je pense aux Américains qui ont sanctionné les dignitaires rwandais. Je pense aux Allemands qui ont convoqué l'ambassadeur du Rwanda dans leur pays. En France, nous ne l'avons toujours pas fait. Nous auditionnerons d'ailleurs juste après vous cet ambassadeur. Pensez-vous que les Français devraient faire ça? Qu'attendez-vous d'autre de la communauté internationale? Je crois que le M23 et Félix Tshisekedi vont se rencontrer le 9 avril prochain à Doha. Ne craignez-vous pas que cette rencontre faite avec le M23 plutôt qu'avec le Rwanda finalement contribue à davantage privatiser les solutions à ce conflit et que finalement la dimension politique que j'évoque là ne soit un peu écartée et que le président rwandais Paul Kagame n'assume pas ses responsabilités en déléguant cette négociation à des milices armées qui, encore une fois, sèment la terreur dans votre pays. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le gouverneur, c'est à vous dans un format le plus compact possible. Merci. Je partage les préoccupations du député de la France Insoumise. Et moi, je pense qu'il faut d'abord que nous voyons chez nous la manière dont nous gérons nos propres affaires. Nous devons renforcer la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Nous devons assurer que nous intégrons des jeunes et des femmes dans les mécanismes de prise de décision comme cela n'a jamais été. Nous en avons 27% aujourd'hui. Nous luttons pour qu'au moins 45% des femmes dans les postes clés comprennent des jeunes gens. Il y a des jeunes intellectuels aujourd'hui qui ont fait des preuves, qui ont de l'expertise, de la connaissance, et qu'on ne rentre pas toujours dans la mise en place des personnalités qui ont fait 30, 40 ans, 50 ans, et qui malheureusement n'ont pas vraiment aidé à changer la donne. Mais il y a des jeunes éléments qu'on peut mettre, qu'on assure que le gouvernement qu'on va mettre en place, parce qu'il y a un qui se prépare, qui soit le plus représentatif possible avec toutes les forces politiques, la société civile à l'intérieur dedans. Et puis, au fait, il faut qu'on ait des gens qu'il faut aux places qu'il faut. Après, il faut l'appui à la justice transitionnelle, que les personnes qui sont mauvaises soient vraiment punies par la justice, ceux qui violent, ceux qui pillent et qui sont corrompus, ainsi de suite, soient punis par la justice. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport ici, justement?
sur le plan politique, il faut que tous les acteurs congolais se mettent ensemble pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes et assurer que le président Kagame et le président Tshisekedi continuent à se parler. Parce que le problème, c'est le régime, ce n'est pas le peuple rwandais. Et donc, quant au M23, ce sont des supplétifs, c'est des jeunes gens qu'on a pris au Rwanda, qu'on a combinés avec certains traîtres de la République, comme ça a toujours existé partout, et qu'on a créé le M23. Maintenant, oui, il faut que les équipes de la RDC, pas le président, mais des équipes techniques, des techniciens, discutent aussi avec des techniciens de l'AFCM 23 et des jeunes Rwandais qui sont dans tout ça pour essayer de voir comment trouver une solution. Maintenant, là où vous pouvez vraiment nous aider encore une fois, c'est de faire en sorte que la pression continue à être faite pour que cette situation s'arrête. Les gens souffrent terriblement. Il y a au moins 22 cadavres par jour dans la seule ville de Bukavu, 22 cadavres qui se retrouvent, qu'on ramasse. Les gens meurent comme des mouches, il y a l'insécurité, il n'y a aucune protection. Et donc, si on peut d'abord stopper ça. Lorsque nous avons été aux affaires, nous avons mis en place des réformes, on avait 0 mort par mois. Donc, voilà, on a commencé même, on a mis en place des réformes qui ont fait qu'on a créé un fonds spécial qu'on appelle dotation provinciale aux forces de défense et de sécurité. Et cette dotation faisait que, voilà, on a commencé par le premier cercle du gouvernement provincial. Ces militaires touchaient, les policiers et les militaires, entre $500 et $600 par mois. Leur chef allait jusqu'à 1 200 par mois, au lieu de $100 qu'on paie, en plus de $100 que l'État paye officiellement depuis Kinshasa. Donc, on peut réformer. Il y a assez de moyens pour ça. Et donc, il faut nous aider à amener des investisseurs solides dans le domaine du pétrole, des minéraux, qu'on ne laisse pas seulement aux Chinois. Il faut que les investisseurs français et européens comprennent qu'il y a un deal important. Il y a des millions de dollars à générer. Et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, et le Rwanda, et la France, et l'Amérique, on peut générer une dynamique économique qui va créer la différence, qui va stopper toutes ces guerres et qui va exiger que ces groupes armés se retirent, le pouvoir élu puisse récupérer son fauteuil et que les députés rentrent, le gouvernement provincial rentre, et que sur base de ça, bon voilà, on peut démarrer sur de nouvelles bases, mais des bases vraiment d'une économie éthique et équitable. Merci, Monsieur le gouverneur. Je donne la parole à présent pour les socialistes et apparentés à Monsieur Pierre Priptich. Monsieur le Président, Monsieur le gouverneur, j'exprime d'abord la solidarité des socialistes et apparentés avec le peuple congolais qui continue à vivre ce drame, cette catastrophe humanitaire, avec plus de 6 millions de morts, 7 millions de déplacés en interne, 500 000 déplacés depuis le début de l'offensive, avec le viol généralisé utilisé comme arme de guerre, doublé, vous l'avez rappelé, d'un pillage méthodique, consciencieux des ressources minières, à la fois par les grandes compagnies chinoises, américaines, mais aussi par le M23, avec un territoire qui compte près de la moitié des réserves mondiales de coltan et 70% des ressources mondiales de cobalt, qui alimente l'achat d'armes avec, sans compter les pollutions des mines. Je veux solennellement appeler l'UE à arrêter ces achats de minerais de sang, le sang des Congolais. Après plus de 2 ans de tentatives de médiation, l'Angola a annoncé le 24 mars dernier la fin de son rôle de médiateur. Cette annonce fait suite à 2 échecs. Rencontre manquée en décembre dernier à Luanda entre Tshisekedi et Paul Kagame, qui exigeait que Kinshasa accepte un dialogue direct avec l'AFC M23. Tentative avortée de dialogue du 18 mars entre Kinshasa et l'AFC M23 en raison du boycott du M23 en signe de protestation contre les sanctions européennes. Parallèlement, ça a été rappelé par d'autres collègues, le Qatar se hisse actuellement au rang de médiateur. Une première rencontre soi-disant secrète qui, entre le président congolais et le rwandais, a eu lieu et la situation met l'accent sur ce qu'on appelle le processus fusionné que l'Organisation des pays d'Afrique de l'Est et l'Organisation des pays de l'Afrique australe ont mis en place le mois dernier à Dar el Salam.
j'aimerais savoir quels sont les éléments essentiels pour permettre à ce processus fusionné d'aboutir, en sachant que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a été adoptée le 21 février 2025, a dit les choses clairement. Pas de solution militaire à ce conflit, un appel au cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à la fin des soutiens aux groupes armés, sans oublier la condamnation des offensives du N23 et des atteintes aux droits de l'homme. Nous, naturellement, soutenons cette démarche, mais quel élément essentiel à intégrer dans ce processus dit fusionné? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le gouverneur, pour continuer sur notre réflexion de résolution, quelle est votre réponse? Merci beaucoup. Je remercie l'élu socialiste par rapport à cette préoccupation. Je veux dire ici qu'il ne faut pas qu'on soit dupe. Ce qui est en train de se passer est une guerre strictement économique. Et donc, si on n'intègre pas la dimension économique, la dimension business dans l'affaire, ça ne va pas aboutir. Ça fait 30 ans qu'on discute, qu'on négocie, que les groupes armés sont créés. On n'a pas abouti parce que les gens n'ont pas eu le courage de regarder la vérité en face. Les gens n'ont pas eu le courage de se regarder en face et se dire la vérité. La communauté internationale, les multinationales ne peuvent pas vivre sans ces produits miniers. Et personne n'a le courage de dire, écoute, il faut qu'on le prenne maintenant là où on doit le prendre, d'où ça vient, notamment dans le Grand Kivu. On passe par le Rwanda pour les prendre. Alors, ayons le courage de mettre tout sur la table et de dire, intégrons la dimension terre, c'est-à-dire les terres, vraiment les terres, parce que le Rwanda veut des terres par tous les moyens pour cultiver, mais surtout pour mettre son tronc plein de la population. À l'heure où nous parlons, au moins 140 000 familles ont déjà été déversées en un mois au sud Kivu pour aller occuper des terres. Mais on peut le faire. On a vécu avec des communautés rwandaises pendant des générations. On peut le faire ouvertement, c'est-à-dire qu'on a déjà mis en place une société provinciale pour une agriculture éthique et équitable, qui va gérer aussi les terres. Eh bien, il n'y a pas de problème. La politique migratoire consistera tout simplement à mettre en application les accords sous-régionaux qui existent déjà, qui font la promotion de la libre circulation des personnes et des biens. La CAC, la CIRGL, la CPGL, la SADC, tous ces accords obligent le Rwanda et le Congo, parmi tant d'autres pays membres, à pouvoir laisser les gens venir. Comme je l'ai dit, il y a plus de 2 millions de citoyens congolais au Rwanda, il y a plus de 4 millions rwandais, mais ils peuvent être à 20 millions, 15 millions, il n'y a pas de problème, il y a encore des terres. Donc, touchons cette dimension des choses, autoriser les gens à ouvrir, à appliquer les textes existants pour que les gens viennent librement s'installer et vivre à condition de respecter les lois de la République. Voilà, il n'y a pas de problème. La deuxième dimension, ce sont les minéraux. Et donc, qu'on soit clair, qu'on dise au Rwanda, les Américains vous ont déjà construit des usines à presque $1 milliard américains. Ces usines ne vont pas chômer parce qu'avec les accords de paix, vous allez vous sentir marginalisé. Non, faisons un deal qui dise aux Américains, aux Français, aux autres, venez nous aider à imposer la paix et la sécurité, à réformer l'armée, à retirer d'abord ces troupes d'ici, et on va utiliser les machines qui sont au Rwanda, donc les usines qui sont déjà au Rwanda, les mines qui sont déjà au sud Kivu, dans le Grand Kivu, nord et sud Kivu, je veux dire. On va utiliser les expertises d'où qu'elles viennent. Et voilà, dans les 100% des bénéfices générés par le cobalt, le cuivre, la cassiterite, le coltan, l'or, ainsi de suite, voilà, le Rwanda aura son pourcentage, le Congo son pourcentage, les investisseurs leur pourcentage, et ça va aller. Donc, et puis, il faut que l'Union européenne vraiment veuille marteler sur ça, se retire des deals illégaux. Le deal illégal, c'est ce deal pour dire on prend les produits chez le reseller, chez le sous-traitant, au lieu de les prendre là où, chez le propriétaire. Et donc, voilà un peu des éléments que nous proposons et nous sommes d'accord pour avancer sur tout ça. Merci, monsieur le gouverneur. Je donne la parole pour le groupe écologiste et social à madame Dominique Voynet.
Et puis ensuite, Madame Maude-Petit, pour les démocrates, se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, la République démocratique du Congo vit une des crises les plus sérieuses de son histoire, une des plus graves dans le monde actuel. Vous avez parfaitement décrit les attaques et conquêtes dans le nord et dans le sud Kivu par des groupes armés, en particulier par les milices du M23 accompagnées par des troupes rwandaises. Le nombre de déplacés, les cas de violences sexuelles, la souffrance de millions de Congolais qui manquent d'aliments, d'eau potable, ce qui entraîne des épidémies dans le contexte d'un manque total d'accès aux soins. Dans cette situation, notre première réaction a été de nous associer, à l'image de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis ou encore de l'Allemagne, à une mécanique de sanctions de Kigali. Mon groupe politique pensait que la France se devait de mettre toute la pression possible sur le Rwanda pour que les massacres s'arrêtent, pour que le pillage s'arrête. Et je dois dire que votre intervention nous surprend un peu, elle nous bouscule, parce que vous plaidez pour une réponse pragmatique à une crise dont vous nous dites qu'elle est économique d'abord et qu'elle appelle une forme de régularisation, de deal impliquant toutes les parties prenantes pour... c'est ce que je comprends. Hein, il y a 1600 compagnies qui travaillent dans des conditions totalement illégales. Vous avez déployé beaucoup d'énergie pour les mettre au pas. Et vous nous dites aujourd'hui, finalement, prenons l'exemple sur l'initiative de paix en Ukraine, de minerais pour la paix. Je ne sais pas trop sous quelle forme. Peut-être que je vous ai mal compris. En tout cas, dans une situation internationale où l'aide américaine est dans une sorte de fin programmée, où les crédits de l'aide publique au développement en France et en Europe marquent le pas, il me semble que vous plaidez pour des solutions pragmatiques. Alors, est-ce qu'on a tort de plaider pour des sanctions envers Kigali ? Est-ce qu'on doit effectivement privilégier une sorte de paix des braves qui permettrait à tous ceux qui veulent exploiter les richesses considérables de votre pays de le faire dans des conditions normalisées? Je dois dire que je n'ai pas très bien compris où vous souhaitez nous emmener. J'ai cru comprendre aussi que vous étiez vous-même confronté à une sorte de remise en cause brutale, puisque un gouverneur parallèle a été un businessman, d'après ce que j'ai compris, et pas un diplomate, et pas un élu démocratiquement choisi par la population, est supposé vous remplacer. Alors, qu'attendez-vous de nous exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider sans que pour autant le Nord et le Sud Kivu soient bradés aux ambitions des businessmen européens ou américains? Merci, Madame la députée. Monsieur le gouverneur, pour préciser votre pensée et votre demande plus clairement, vous savez bien que ici, les parlementaires sont extrêmement concernés et sont prêts à s'engager, à s'investir pour vous accompagner. Oui, merci. Merci à Madame Gouanet qui connaît, moi je connais les combats par rapport à la protection de l'environnement, la gestion des écosystèmes depuis très très longtemps. Je pense que c'est qu'il faut. La première chose, c'est de faire en sorte que les autorités élues, légalement élues et qui étaient en place, qu'on fasse pression. La pression doit continuer justement, elle doit même être renforcée. Parce qu'on a pris des sanctions, mais ces sanctions ne sont pas encore appliquées. On a dit, bon voilà, on demande au Rwanda de retirer ses troupes. Ça a été pris par l'Union européenne, le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil des droits de l'homme, ainsi de suite, beaucoup de pays. Mais si on viole cette sanction, qu'est-ce qui arrive? Rien n'arrive. C'est ça le problème. Si on peut vraiment militer pour que les sanctions qui ont été mises en application, si elles ne sont pas respectées, qu'elles soient par le Congo, le M23 ou le Rwanda, qu'on passe au régime vraiment pour les exécuter, pour les mettre à exécution. Et ça, c'est l'aspect là particulier qui manque. Continuer à faire pression sur le Rwanda pour qu'elle retire ses troupes le plus rapidement possible, avec effet immédiat, et que les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux puissent retourner respectivement à Bukavu et à Goma. Et donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quelque chose
d'immédiat. Hein. Donc, imposer l'ouverture des couloirs humanitaires. Tous les acteurs sont intervenus, hein, je veux dire ceux qui sont intervenus pour essayer de régler ce problème. Il y a quelque chose d'urgence. Il n'y a pas d'aide humanitaire qui arrive. Il n'y a pas d'aide humanitaire parce que le M23 bloque les aéroports. On les utilise pour faire des trafics avec le Rwanda et transporter les minéraux, mais l'aide humanitaire ne vient pas. Si on peut forcer vraiment le M23 et le Rwanda à ce que l'aéroport de Kavumu et l'aéroport de Goma soient ouverts et que l'aide humanitaire puisse parvenir. Que l'aide humanitaire, que les vols humanitaires. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège où le Rwanda essaie de nous entraîner en disant, bon, la compagnie nationale rwandaise Rwandair va commencer à connecter le monde avec Goma et Bukavu. Non, ça serait consacrer la partition du pays. Et j'espère, je l'ai dit au gouvernement, qu'ils doivent aussi faire attention pour que Ethiopia Airlines, qui connectait Goma, Bukavu et Kinshasa, ne commence pas ces transactions avec un gouvernement illégitime, avec l'occupation. Ça serait vraiment légitimer la partition du pays, connecter Bukavu et Goma au monde, au lieu de Kinshasa, ça serait inacceptable, à mon humble avis. Et donc, si on peut nous aider à ce que l'aide humanitaire arrive le plus rapidement possible, qu'on puisse stopper les massacres, c'est-à-dire que les mécanismes internationaux et sous-régionaux qui ont été mis en place pour collecter des données, qu'on puisse financer ces mécanismes. La commission d'experts indépendante de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans le Grand Kivu, si on peut vraiment faire en sorte que on libère les moyens pour cette commission qui opère depuis Genève, qu'elle retourne sur le terrain, et l'experte indépendante sur la situation des droits de l'homme aussi, s'ils peuvent retourner pour venir établir dans ces missions d'établissement des faits, ça serait très bien. Oui, merci. Il y a aussi... Maintenant... Terminez, monsieur le gouverneur, mais terminez. Oui, je termine. Je termine en disant que maintenant, le commerce, à mon humble avis, encore une fois, ce n'est pas qu'on veut brader l'économie du pays, non, pas du tout, pas du tout. Il faut qu'on comprenne que les ressources sont disponibles, les ressources sont là, elles sont nombreuses, elles sont disponibles. Il suffit juste qu'on puisse les exploiter judicieusement et que ça profite. Il y a lieu qu'on les mette en action pour que ça profite au Rwanda, au Burundi, au Congo, à la sous-région, mais aussi aux acteurs internationaux qui investissent. Il y a moyen de convaincre les entreprises françaises et européennes pour qu'elles viennent accompagner les efforts de paix en venant investir. Je dis qu'il y a vraiment des moyens pour pouvoir les payer, mais elles vont créer de l'emploi, elles vont créer la valeur ajoutée. Et au lieu de laisser le marché aux seules entreprises chinoises dans les routes, dans les minéraux, dans les forêts, alors qu'elles sont en train de détruire l'environnement et les écosystèmes. Je termine comme je suis devant Madame Voinet. La question écologique. Aujourd'hui, la tonne de carbone en 2021, vous vous rappelez, en 2016, elle était à $10 la tonne. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à $100. Il y a moyen de nous aider vraiment à mettre en place des mécanismes pour pouvoir calculer correctement notre contribution, nos quotas carbone et pouvoir les vendre, le crédit carbone sur le marché international. Donc, il y a besoin de ces expertises. C'est des discussions qu'on avait déjà commencé avec l'Agence française de développement. Mais après, vraiment, s'il y a moyen d'activer tout ça. Mais que les forces négatives se retirent d'abord pour qu'on rentre et qu'on puisse soulager la misère des gens. Voilà un peu l'idée. Merci, monsieur le gouverneur. Pour les démocrates, je donne la parole à Maude Petit. Monsieur le gouverneur, je vous remercie dans le contexte actuel d'avoir pu vous rendre disponible pour cette audition et de répondre à nos interrogations. Pardon, dans la mesure où je suis arrivée avec du retard, je poserai des questions et peut-être je vous contraindrai à répéter ce que vous avez déjà dit. Si au début de cette guerre, les affrontements s'étaient majoritairement concentrés sur le Nord Kivu, il se trouve que depuis le début de l'année, votre région est fortement impactée par les combats entre les forces armées de la République du Congo, le mouvement rebelle M23 et des milices locales.
D'après des rapports internationaux, il apparaît que depuis le mois de janvier 2023, le M23, qui serait donc soutenu, on le sait, en hommes et en équipement militaire par le Rwanda, a fortement progressé dans votre territoire et pris le contrôle de plusieurs localités clés du Sud Kivu comme Kalehe, Kabare ou encore Bukavu, la capitale régionale. Est-ce que vous pourriez nous faire un point exact de la situation militaire dans votre région? Ça, c'est le premier point. Ces affrontements et ces avancées de troupes rebelles ne sont pas sans conséquences, on le sait, sur la population. De nombreuses personnes et des vidéos et des photos en témoignent, qu'on m'a envoyées à plusieurs reprises, sont victimes d'exactions, de meurtres, de viols, de violences, de pillages. Certaines ONG présentes sur place font état du déplacement de plus d'1 million de personnes. Et seulement depuis le début de l'année 2025, nombre d'entre elles vivraient aujourd'hui dans des conditions extrêmement précaires, dans des logements de fortune, en ayant un accès limité à l'eau, aux soins et à l'éducation pour les milliers d'enfants qui ont été déplacés. Monsieur le gouverneur, sur ce point précis, vous serait-il possible de nous donner un état des lieux de la situation humanitaire donc dans le Sud Kivu? Enfin, un dernier point. Face à cette situation, la seule lueur d'espoir, j'ai cru vous entendre en parler à mon arrivée, vient d'une reprise du dialogue entre les deux belligérants. Le président de la RDC et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés le 18 mars dernier, ont appelé à un cessez-le-feu. Des pourparlers directs entre la RDC et les rebelles du M23 sont annoncés pour le 9 avril prochain à Doha, sous l'égide donc du Qatar. Monsieur le gouverneur, ma dernière question, êtes-vous confiant concernant ces futures négociations et pensez-vous qu'elles puissent amener une paix durable dans votre région et au sein de la République démocratique du Congo? Je vous remercie. Merci, Madame la députée, pour ces 4 questions. Monsieur le gouverneur, si vous voulez bien répondre. Oui, merci. Je remercie la députée des démocrates. Par rapport au nord et sud Kivu, sur le théâtre des opérations, suggère que au niveau d'abord le nord Kivu, comme vous le savez, le gouverneur a déplacé aussi sa capitale de Goma vers Beni. Donc c'est à partir de là qu'il opère. Mais il est en train de se battre dans le territoire de Walikale. Walikale, c'est un territoire qui est à la limite avec le sud Kivu, mais qui connecte aussi vers Kisangani. Walikale, c'est la première réserve mondiale de la cassitérite de coltan. C'est la mine exploitée par la société américaine Alpha Mine. Et donc, d'où l'intérêt, bien sûr, du M23 de foncer vers cette direction et d'aller essayer de mettre la main sur cette mine. Comme je le disais tantôt, la progression de l'armée rwandaise et de M23 suit exactement la cartographie et le positionnement des sites miniers. Et donc, ils ramassent des Chinois, ils les imposent dans ces sites miniers qui sont en train de produire des lingots, de sortir des lingots d'or, la cassitérite, le coltan, le cuivre et le diamant. Et tout ça est embarqué dans des petits avions ou des gros avions, ça dépend de l'emplacement, pour le Rwanda. Aujourd'hui, au sud Kivu, le M23 ne s'est pas arrêté parce que, comme vous le savez, ils ont refusé de stopper les opérations en disant qu'ils quittent, parce qu'on leur a cité, enfin, on a cité des noms, des éléments du M23 et du Rwanda dans le rapport mapping. Immédiatement, quand le Rwanda aurait donné des instructions à leurs supplétifs du M23, ils se sont retirés des discussions. Et c'est comme ça qu'ils ne se sont pas arrêtés, ils progressent. Et donc, ils progressent. Ils sont actuellement à Walungu. Walungu, c'est une zone très riche en minerais. C'est là où se trouvent les sites miniers d'or de Tubimbi. Ils sont en train de progresser de Walungu vers Kamituga, Kamituga vers Mwenga. Et ça, ce sont les zones de Mwenga vers Fizi. Et c'est là où on trouve les zones minières de Twangiza Mining, Kamituga Mining, Lugushwa Mining et Namoya Mining, qui étaient exploités par la société canadienne Banro, qui a quitté depuis. Mais ce sont des sites miniers où il y a vraiment énormément de minerais, à 97% de teneur selon nos dernières investigations. Nous espérons vivement que le cessez-le-feu va avoir lieu, qu'il sera respecté, parce qu'il a déjà été édicté. Mais encore une fois, on n'a pas un mécanisme pour dire si vous ne le respectez pas, voilà, nous imposons telle sanction. Il faut vraiment qu'on en arrive là, et c'est là où vraiment il y a lieu de se battre en tant qu'élu du peuple, convaincre
l'Union européenne, le gouvernement français, qui vraiment joue un rôle déterminant dans ce processus. Nous sommes quand même un grand pays francophone. Nous sommes le premier pays francophone du monde en termes du nombre de locuteurs français. Il faut qu'on se mette ensemble, quoi. La souffrance est si terrible que nous avons plus de 2 100 000 personnes déplacées et réfugiées au Burundi essentiellement, et qui vivent dans des conditions exécrables, tout simplement parce que le M23 est dans une politique de dépeupler la population congolaise pour intégrer des nouvelles populations qui sont en train de venir du Rwanda massivement et les remplacer. Voilà pourquoi le Sud Kivu est un mouroir, c'est une prison à ciel ouvert. Et donc, ça, ce sont des éléments très importants. Nous espérons vraiment, il faut mettre pression aussi sur nos deux présidents, que ce soit le président Tshisekedi et que ce soit le président Kagame, pour qu'à Doha, au sortir de là-bas, que vraiment les forces se retirent d'abord. Vraiment, s'il y a moyen d'en arriver là, parce que c'est ça l'espoir, ça le message de la population, et que, voilà, qu'on fait un geste de solidarité un jour par rapport à l'hémicycle du Sud Kivu et du Nord Kivu, qui se retrouvent un peu en déplacement. Avant-hier, nous avons ouvert la session parlementaire à Uvira, mais bon, dans des conditions vraiment dantesques, parce que toutes les taxes sont maintenant occupées. Donc, 87% des taxes sont maintenant accaparées par les rebelles du M23, et la province n'a plus rien. Et comme vous savez, les frais de fonctionnement, les salaires et tout ça, c'est la province elle-même qui s'autofinance. Donc, nous sommes en situation difficile. S'il y a moyen de sensibiliser par rapport à ces questions, ça serait bien. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Gouverneur. Le message est bien passé. Je propose maintenant, il nous reste une dizaine de minutes avant de conclure, de passer à une dernière séquence qui est des questions de députés qui se sont inscrits pour prendre la parole. Le format est différent, Monsieur le Gouverneur. C'est 1 minute de questions, 1 minute de réponse. Et donc, à la mesure où on a déjà beaucoup dit de choses, essayer de développer que les questions sur lesquelles vous n'auriez pas encore été sollicité, mais on va changer un petit peu de rythme pour terminer dans les délais. La parole est à Mme Laurence Robert Dehaut. Madame la députée, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, c'est avec une très grande humilité que je m'adresse à vous en tant que député d'un État qui ferme des chaînes de télévision et qui empêche la principale opposante au pouvoir en place de se présenter aux élections présidentielles, tout en s'autorisant l'audace de donner des leçons de démocratie et des cours de droits de l'homme au monde entier. Ceci étant dit, j'aimerais vous interroger sur l'attitude qu'a eue le président Macron à l'occasion des récents rendez-vous diplomatiques. D'un côté, nous avons la déclaration finale du sommet de la francophonie de Villers-Cotterêts qui condamne toute intervention militaire étrangère non autorisée sur le territoire de la République démocratique du Congo. D'un autre côté, nous avons été très surpris, pour ne pas dire choqués, par les déclarations personnelles du président Macron, légitimant quasiment le statut des rebelles du M23, tout en condamnant à demi-mot l'implication rwandaise. Quel est votre ressenti sur la position et l'action de la France envers le régime rwandais? Je vous remercie. Merci pour votre question, même si la première partie est un peu en dehors de la question qui nous rassemble ce matin. Monsieur le Gouverneur. Oui, merci, Madame la députée. Merci pour votre intervention. Je voulais juste dire ici qu'effectivement, il y a beaucoup de contradictions dans les dires des pas mal de dirigeants, particulièrement les Américains, quand ils nous parlent, ils sont vraiment francs, droit au but, ils vont droit au but, ils disent, bon, voilà, ça nous intéresse, les minéraux pour la paix, la sécurité, on fait comment, concrètement? Et donc, ce n'est pas nécessairement que de là que viendra la solution. Nous sommes des cultures francophones. Nous avons été éduqués dans des universités francophones, ou en français, ici ou en Europe, particulièrement en France, en Belgique. Et donc, le soutien, c'est-à-dire la parole de la France, passe avant toute autre chose. Et donc, l'action que la France pourrait mener passe avant toute autre chose. Et tout ce qui est en train de se passer entre les relations France-Afrique au niveau du Sahel, ainsi de suite, personnellement, nous, on n'est pas d'accord avec cette idéologie. On est d'accord pour que la France, qui est quand même une très, très grande démocratie, qui nous a éduqués, qui nous a fait avancer, qui nous a apporté beaucoup de personnalités, voilà, puisse jouer vraiment, pour être concret. Je termine, Monsieur le Président.
je termine en disant que ça serait vraiment important que le président Macron et l'ensemble du gouvernement puissent passer de la parole aux actes. C'est-à-dire lorsqu'on dit « OK, cessez le feu, nous prenons ça », on puisse sanctionner directement si toute partie qui ne respecte pas les engagements. On trouve que vis-à-vis du Rwanda, il y a beaucoup d'allégeance, beaucoup de compréhension. Merci, et merci ça, monsieur le gouverneur. Le message a été passé. Nous aurons cet après-midi le ministre des Affaires étrangères en commission. Et je pense que quelqu'un lui posera la question, sinon je le ferai moi-même. Merci monsieur le gouverneur. La parole est à madame Nadège Abomangoli sur 1 minute. Merci, monsieur le gouverneur. Pardonnez-moi pour le retard, je n'ai pas suivi l'entièreté de votre intervention, mais moi, du coup, j'ai une question très opérationnelle à vous poser. La RDC, en fait, a été le théâtre d'un conflit qu'on a appelé la guerre mondiale africaine. C'est bien que l'ensemble des États frontaliers sont impliqués dans ce qu'il se passe aujourd'hui à l'est de la RDC, y compris de manière négative parfois, même s'il va y avoir une recherche de résolution du conflit international qui s'appuie sur le multilatéralisme, sur les Nations Unies. Moi, j'aimerais vous interroger sur l'impact aujourd'hui de la crise au Soudan, de ce qui se passe au Sud-Soudan sur l'est de la RDC. Et j'aimerais aussi savoir quelles sont les relations que vous entretenez avec le Burundi, l'Ouganda, l'Angola et la Tanzanie, parce que ce sont à la fois des partenaires diplomatiques, mais aussi potentiellement militaires. Et existe-t-il, selon vous, une solution africaine à cette crise? Merci, monsieur le gouverneur. Sur 1 minute, s'il vous plaît. Oui. Je voulais dire ici que merci, madame la députée. Bon, il faut d'abord qu'on soit vraiment très rapidement, juste dire que Lumumba disait toujours que si on nous exploite, c'est que nous sommes exploitables. Et vraiment, je suis partisan de ce langage. La solution, le grand problème, il est d'abord le nôtre. C'est vrai qu'on nous attaque, on nous occupe, ainsi de suite, on nous pille, mais nous devons aussi faire des efforts pour essayer d'assurer que les pratiques de bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique, de transparence, de respect des droits de l'homme, l'intégration du genre, et des jeunes dans les mécanismes de prise de décision soient mises en application. Et ça, c'est un élément très, très important pour qu'on s'en sorte. Maintenant, les relations sous-régionales, effectivement, nous avons de bonnes relations avec le Burundi, qui a ses interventions militaires dans le pays, mais aussi l'Ouganda. Bien que le fils du président ougandais, le chef d'état-major de l'armée, le général Muhoozi, fait souvent des déclarations contradictoires par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Mais en tout cas, nous sommes ensemble. UPDF, l'armée ougandaise et les FARDC sont en train de lutter pour neutraliser les rebelles qui fracassent aussi bien l'Ouganda que le Congo. Maintenant, la Tanzanie, on a de très, très bonnes relations, et puis l'Angola aussi. Mais bon, encore une fois, il faut savoir que ces relations sont teintées des intérêts économiques des uns et des autres. À nous de savoir comment jouer, à vous de nous aider, s'il vous plaît, par rapport au manœuvrer dans tout. Merci, Madame Christine Engrand, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, merci pour toutes ces informations. La situation donc du sud de Kivu est plus que préoccupante et les incursions répétées des rebelles du M23, largement soutenues par le Rwanda, ont plongé la province dans une spirale de violence, provoquant des déplacements massifs de population et des exactions contre des civils. Vous nous avez parlé, monsieur le gouverneur, d'un deal gagnant-gagnant avec le Rwanda. Mais le conflit dure depuis plus de 30 ans. Alors êtes-vous confiant dans une résolution à court terme? Vous nous dites que le peuple veut la paix, et c'est tout à fait compréhensible. Mais cette paix est-elle réaliste? Vous nous parlez de techniciens qui doivent se parler. Mais est-ce que c'est possible avec les gouvernements en place? Et enfin, vous nous avez parlé d'un deal économique. Mais est-ce un mirage ou est-ce une réalité possible? Merci. Merci pour ces questions, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Je voulais juste dire ici que la majorité des citoyens congolais, peut-être plus de 95%, et la majorité des citoyens rwandais, plus de 95% sûrement, veulent la paix et veulent vivre en paix. Et donc, on sait, nous qui vivons à l'Est, nous savons qu'on ne peut pas vivre sans ces gens, ils ne peuvent pas vivre sans nous. On est liés à vie. Et donc, oui, la paix est possible. Et donc, les négociations de la société civile rwandaise, burundaise, congolaise, ougandaise, ensemble, les organisations des femmes de ces pays-là, des jeunes de ces pays-là, peuvent s'y associer aux discussions, peuvent aider
à faire la différence et nous croyons vraiment aux forces de la base pour pouvoir bousculer les agendas des grands en amenant la paix. Maintenant, la résolution est possible, hein, oui, absolument. Nous pensons que la résolution du conflit est possible. Il faut tout simplement qu'encore une fois qu'on dise au président Tshisekedi et au président Kagame, vous entrez dans cette salle, vous n'y sortez pas. Si d'ici 2 jours, hein, vous n'obtenez pas que les forces négatives se retirent et que l'administration soit réinstallée. Il suffit de faire pression sur les êtres humains. Il faut faire pression sur leur... Quand même, soyons sérieux, l'intégrité territoriale du pays, voilà, il a été bafoué. Et qu'est-ce qu'on fait au fait? Est-ce qu'on peut tolérer? Vous avez vu comment le monde entier s'est ligué pour sortir Adolf Hitler de la France pendant 4 ans qu'ils ont occupé. C'est quand même le monde entier qui s'est ligué. L'Afrique, l'Europe, mais pourquoi nous, on est aussi humains que vous? Le Congo est un pays comme les autres. Donc, essayons de faire un effort. Il y a la volonté, la détermination des grandes puissances de la France. On peut imposer à Kagame, sortez de là, il va sortir. On peut dire à Tshisekedi, écoute, discuter et terminer cette affaire pour que la paix revienne. Maintenant, oui, voilà, les business, c'est aussi possible. Je sais que c'est difficile de convaincre, mais ces gens se battent pour des minéraux. On peut en discuter pour les gérer correctement tous ensemble. Et voilà, et ça va amener la paix et le développement. Merci, Monsieur le Gouverneur. Il reste 3 intervenants. Je propose de les entendre et vous pouvez faire la conclusion de cette façon-là. Je donne la parole à Monsieur Thomas Porte. Alors, Hervé Berville, dans l'ordre. Thomas Porte ensuite et Kevin Pfeffer pour terminer. Vas-y. Ok, faisons ça. Mais dans l'ordre, Thomas Porte était inscrit avant. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Gouverneur. Et évidemment, je m'associe aux remerciements pour le temps que vous nous accordez dans ce moment. Vous avez décrit une situation où les combats continuent de faire des dizaines, des centaines, des milliers de victimes militaires et civiles en RDC. Et ici, la France Insoumise réaffirme que pour nous, la solution passe par le respect du droit international, qui est le seul chemin pour assurer la paix dans la région. Un accord régional doit être trouvé sous l'égide de l'ONU pour sortir de ce conflit. Vous avez évoqué un certain nombre de causes, et notamment les groupes miliciens et le rôle joué par le Rwanda, qui arme et soutient ces milices. Vous avez aussi évoqué la question de l'action du gouvernement français qui doit sortir des mots pour passer aux actes concrets. Nous allons, avec mon collègue Carlos Martin Milongo, nous avons proposé une résolution européenne qui sera discutée à l'Assemblée, qui propose un certain nombre de sanctions contre le Rwanda, et notamment sur des embargos sur l'exportation de minerais. Moi, j'ai des questions concrètes à vous poser. Est-ce que vous êtes favorable aujourd'hui à ce que la France suspende son accord de coopération militaire avec le Rwanda, qui est là depuis 1975? Vous avez parlé de la question de mettre la pression aujourd'hui sur le Rwanda. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on pose la question du boycott? Parce que nous, on va lancer une grande campagne et il y a une mobilisation qui va se tenir dans quelques jours devant le Parc des Princes pour demander à ce que le Paris Saint-Germain annule son partenariat avec Stop Rwanda, qui fait la promotion aujourd'hui d'un État qui est complice de dizaines de milliers de morts et de massacres. Donc, est-ce que pour vous, c'est des pistes aujourd'hui qu'il faut suivre? Merci. Merci, Monsieur le Gouverneur, s'il vous plaît. Oui, merci. C'est des pistes qui, vraiment, si ça s'est appliqué, ça peut aider à changer. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, 62% de l'aide internationale, l'Union européenne, 80% d'ailleurs, de l'aide au développement au Rwanda, c'est ça qui aide à payer les salaires. Si cette aide ne vient pas, on ne paye pas les salaires ni aux militaires, ni à la population fonctionnaire de l'État. Et donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, effectivement, c'est la coopération militaire, 20 millions de dollars américains, mais aussi l'aide aux opérations, aux forces qui sont engagées dans les opérations de maintien de la paix. Pour avoir passé une grande partie de ma vie dans ces opérations de maintien de la paix, on sait qu'il y a ce qu'on appelle HRDDP, Human Rights Due Diligence Policy, c'est-à-dire la politique des diligences voulues en matière des droits de l'homme qui doivent absolument appliquer toutes les forces pour faire partie des opérations de maintien de la paix. Mais comment une force qui n'applique pas ça comme la force rwandaise est quand même appuyée par les puissances qui appliquent ces principes, qui les ont initiés? Et donc, effectivement, nous sommes pour une pression maximale. Et si on peut passer par ces éléments que vous venez de citer, pour permettre à ces gens de se retirer d'abord. Si vous ne vous retirez pas, on dit si vous ne vous retirez pas,
si vous ne retirez pas vos forces et si les autorités civiles ne se réintègrent pas dans leur communauté, on suspend. Merci. Ça peut aider. Nous sommes tout à fait, nous appuyons ça, oui. Merci pour votre réponse très, très claire. Et puis pour terminer, M. Hervé Berville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, merci beaucoup d'abord du temps que vous nous consacrez. Alors, je vais peut-être un peu casser le consensus sur ce sujet, mais bon, ce n'est pas très étonnant, puisque en ce qui concerne le Rwanda, la France, et je suis français né au Rwanda, a fait souvent preuve d'aveuglement, et notamment, et ça a été documenté aussi, a largement contribué au fait que, eh bien, on ne puisse pas agir au moment du génocide des Tutsis. 1 million de morts massacrés à la machette en l'espace d'un mois. Un génocide, ça se prépare. Ce n'est pas quelque chose qui est, au fond, une espèce de diffusion de sang entre différentes ethnies. Et je vois, à ce qui peut être dit ici, qu'il y a toujours ce même aveuglement. Alors, monsieur le gouverneur, d'abord, il y a quelque chose qui me dérange. Et encore une fois, nous soutenons bien évidemment toutes les populations civiles et nous appelons, et j'appelle de toutes mes forces à la cessation de toute activité qui vise à mettre en danger les populations, à tous les crimes de guerre. Une première chose qui me dérange, c'est qu'au fond, vous reprenez quand même une rhétorique anti-Tutsi, puisque vous comparez Kagame à, vous dites Hitler, vous avez dit Adolf Hitler, et puis vous comparez Netanyahou avec Kagame. Je ne vois pas qu'est-ce que font ici ces références, mais ça a été documenté par les Nations Unies qu'il y avait, à partir de 2022, une haine anti-Tutsi qui était repartie. Alors j'ai 3 questions très simples, monsieur le gouverneur. La première, parce que vous avez évoqué le fait que vous documentez, vous collectez. Combien y a-t-il de milices actives au sud Kivu? On dit à peu près entre 100 et 120. Combien y en a-t-il? Il faut conclure. Je termine, monsieur le président. La deuxième, l'armée congolaise a été aussi condamnée pour les exactions, et ça a été notamment évoqué par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Alors pouvez-vous nous dire quelles sont ces atrocités, ces crimes de guerre? Et troisième élément, pouvez-vous nous dire quels sont l'état des forces des FDLR qui là aussi ont été condamnés par les Nations Unies pour crimes de guerre, viol et recours aux enfants soldats? Je vous remercie. Merci. Une des 2 questions qui a été déjà traitée précédemment, mais monsieur le gouverneur, et pour conclure. Oui, je remercie le député citoyen français d'origine rwandaise que je connais très bien. Non, il n'y a pas de problème. Il faut surtout pas penser. Moi, je suis un acteur des droits de l'homme, un actif des droits de l'homme toute ma vie. J'ai d'ailleurs travaillé, y compris au Rwanda, avec le commissaire de l'ONU des droits de l'homme, pour lutter contre ce genre de choses. Et comme je l'ai dit au début de mon propos, si vous étiez là, j'ai dit clairement que le Rwanda, le Burundi, les citoyens rwandais, burundais, congolais, nous sommes faits pour vivre ensemble et nous devons continuer dans ce sens-là. Nous condamnons, bien sûr, nous condamnerons toujours tout discours de haine ou de nature à faire référence donc à une haine, à une rengaine quelconque contre un peuple quelconque. On ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. Vraiment, ce n'est pas de notre niveau. Et on le condamne d'ailleurs, on fait condamner des gens ici par rapport à ça. Des dirigeants qui se mettent dans des discours la haine, on les fait condamner. Moi, je suis l'exemple de tout ça. Maintenant, en ce qui concerne le nombre de milices, oui, il y a beaucoup de milices. Il y a beaucoup de milices opérationnelles. Du côté, il y a les FDLR, il y a les Wazalendo, qui sont des patriotes qui ont pris les armes, parmi lesquels vous trouvez des étudiants et d'autres. Si vous lisez le rapport mapping, vous connaissez sûrement le rapport mapping de l'ONU, il a repris toutes les forces qui sont opérationnelles aux côtés des différentes forces de défense et de sécurité, que ce soit du Rwanda, du Burundi, du Congo, et qui interviennent dans la partie est de la RDC. Les exactions commises par l'armée congolaise, je l'ai dit, on l'a dit, c'est documenté, et j'ai déjà écrit des livres là-dessus si vous avez le temps de jeter un coup d'œil sur ce genre de documentation. Nous avons documenté et dénoncé effectivement les groupes armés, et si vous vous renseignez bien, vous verrez que c'est au Sud Kivu la première fois qu'il y a eu des audiences foraines qui ont condamné tous ceux qui ont osé, tous ces groupes armés, ou ces responsables militaires de la FARDC. C'est nous qui les avons fait condamner. Ceux qui sont condamnés dans le Grand Kivu, c'est nous qui les avons fait transporter ici à la justice de l'Est vers l'Ouest pour que justice soit faite.
par rapport à ces personnalités militaires et civiles qui ont commis des actes, que ce soit sur des citoyens d'origine rwandaise ou sur d'autres citoyens congolais, qu'ils soient d'origine rwandaise ou d'autres origines. Donc, il n'y a pas de problème, nous sommes en famille, nous sommes ensemble et nous croyons que ensemble, Rwandais, Burundais, Congolais, Ougandais, Français, tous ensemble, on appartient au même destin, au destin commun, et on partage la même condition humaine, et on doit éviter tout ce qui est de nature à perpétrer ces conflits, d'où qu'ils viennent, mais il faut vraiment que ça s'arrête pour que le Rwanda qui ne peut pas vivre sans le Congo qui ne peut pas vivre sans le Rwanda, on se mette ensemble maintenant pour avancer et que Kagame et Tshisekedi se mettent ensemble pour qu'on avance et qu'on arrête tout ça. Ça n'avantage ni la population rwandaise ni la population congolaise. Voilà un peu. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. On vous remercie sincèrement du temps que vous avez consacré, des propos que vous avez tenus, de l'espoir que vous exprimez ce matin avec des solutions précises. On retient également la nécessité absolue d'arrêter les massacres parce que la population souffre depuis tellement longtemps, la nécessité également de rétablir une aide humanitaire et puis la nécessité, lorsque l'on prononce des sanctions, de pouvoir les appliquer de façon à faire pression. Et vous venez de conclure là-dessus sur les deux chefs d'État notamment, et que la communauté internationale puisse arriver à permettre une résolution rapide de la situation avec tous les éléments positifs et constitutifs d'un nouvel ordre dans la région que vous avez exprimé avec beaucoup de passion et beaucoup de précision. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, et puis j'espère qu'on se retrouvera très très vite dans d'autres conditions. Merci et je suspends la séance pour quelques minutes. Merci. Merci beaucoup pour l'opportunité et au revoir et bonne journée à la prochaine.